tous et bienvenue dans Let's Go. C'est la suite de l'après-midi sur le stream. J'espère que tout le monde va bien. Comment il va? Stylé, Marie, t'es habillée comme une pilote. Putain, merci. Je pensais que personne l'avait remarqué. Ah, moi, j'ai remarqué une. Bon, vraiment, si vous voulez que je vous la montre. Voilà, le roi du cool. Elle a perdu son micro. Ouais, fais gaffe, t'as attaché derrière ton siège. Petite veste, Steve McQueen, n'est-ce pas, aux 24 heures du Mans. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là, Parce que t'as le siège sur l'écran. Je me suis coincée, j'ai le micro dans l'œil, tout va bien. Alors pourquoi j'ai cette veste? Déjà parce que je ne réserve que mes meilleurs outfits pour vous, mais aussi parce que ce week-end c'était les 24 heures du Mans et on reviendra dessus avec Anastasia qui nous rejoindra tout à l'heure en VMix Call. Voilà. Est-ce que mon micro est bien mis? Attends, c'est quoi? La régie très bien. Fais tes news. Très bien. Cause. Ah, tripote, moi j'aime bien. Alors, aux news d'aujourd'hui, on va revenir également sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a eu lieu ce week-end. Je crois que Ken ne l'a pas regardé jusqu'au... Si, j'ai regardé la moitié et à la moitié ça m'a saoulé et j'ai rage quitte. Tu t'es fait chier, quoi. Et oui, c'était chiant à mourir à partir du moment où il s'est passé deux trucs. C'est vrai, il s'est passé des choses. On va également revenir sur l'actu de la semaine du côté de Porsche, notamment de Decathlon qui s'embourgeoise aussi. Ils auraient tort de pas le faire, ça fait tellement longtemps qu'ils sont les moins chers. C'est vrai. Max qui nous a réservé quelques news, notamment du Doru, mais aussi de la Tesla. Il y a de quoi faire. Et puis on aura Romain de Beltoise qui va nous rejoindre pour parler de Beltoise e-Technology. Ça va être super et ce sera vers 15h30, donc restez bien avec nous. Ce sera hyper intéressant. Je vous propose de commencer tout de suite par les news jingle. Donc, du côté du GP, il s'est passé un drame. Un drame pour Ferrari, puisque double abandon. Aïe. La série noire pour Ferrari continue, puisque Charles Leclerc a dû abandonner suite, encore une fois, à une panne moteur. Voilà, à Bakou dimanche. Il menait le Grand Prix. Pourquoi pas? Apparemment, ça les fait chier. On va passer à la news suivante. News suivante, on va passer aux 24 heures du Mans. Non, mais du coup, il était devant. Et puis, au 20e tour, le propulseur a rendu l'âme. Voilà, ce qui est quand même très triste. On a des images justement de Charles Leclerc qui abandonne alors qu'il est en pole et qui offre du coup le titre à Max Verstappen, son plus grand rival, et à Sergio Pérez, qui du coup fait P2. Il reste encore 30 tours à parcourir, c'est triste. C'est chier. Bah oui, c'est ça. Ça fait chier. Mais même Charles, il a plus de mots de toute façon. Il n'a plus les mots. Non, mais il est saoulé. Je crois qu'il fait 5 pôles de suite. Il peut même pas terminer premier, je crois, une seule fois. Pas de moteur, parce qu'en plus, stratégie scandaleuse. C'est clairement le meilleur pilote en piste actuellement. Ouais. Et voilà, que ce soit en termes de stratégie d'équipe ou en termes de fiabilité de la voiture, quoique j'ai tendance à dire que la fiabilité de Ferrari, ça respecte un peu le lore de la voiture italienne. Mais à un moment, les blagues suffisent. La blague, ça suffit. Tu vois. Maintenant, on veut un championnat, on veut des courses accrochées. Là, si tu laisses juste tous les points à Red Bull sans qu'ils aient rien à faire. En plus, il y a 0 match parce que Red Bull survole s'il n'y a pas Ferrari. C'est-à-dire que les Mercedes peuvent être derrière, mais elles sont loin. Franchement, elles sont loin. Elles sont loin que ce soit Russell ou Hamilton. Ils restent loin. Donc, il n'y a rien à faire. Franchement, c'est trop triste. Moi, j'ai vu la panne moteur de Leclerc. J'ai éteint. J'ai éteint mon F1 TV, je vais faire autre chose de ma life. Et je pense qu'au 9e tour, on aurait pu peut-être se douter, puisque c'est Sainz qui a dû abandonner à cause d'un problème hydraulique. Donc double abandon, c'est vraiment très très dur. Quoi. Tu te moquais un peu de la fiabilité des véhicules italiens. Bon, c'est un peu la même réputation en moto. Quelle nationalité a la réputation, au contraire, d'une grande fiabilité? Les Allemands? Dodge, les Italiens. Non, les Italiens, les Japonais et les Allemands. Red Bull, c'est un moteur Honda ou ils ont changé? Non, ils ont changé. Ils ont dû changer. Ils avaient Honda jusqu'à... Moi, je compte en saison Netflix. Ils ont changé parce qu'Honda, c'était pas très fiable en vrai. Ouais. Très bien. C'est Red Bull. Ok, on n'est jamais si bien servi par soi-même. Ah eux, ils sont bien servis par eux-mêmes, crois-moi. Mais le moteur allemand, généralement, c'est fiable. Après, en F1, c'est tellement l'ingénierie de pointe. En vérité, c'est pas les moteurs, c'est pas la fiabilité de nos voitures, de nos moteurs de bagnole de tous les jours. Donc,
ça reste quand même autre chose. Parfois, les conditions météo sont mal supportées par certaines pièces. Il n'y a pas que le moteur. En plus, aujourd'hui, c'est des moteurs hybrides. Tu as le power charger, tu as la batterie, tu as les machins. Tellement de C'est trucs. surprenant de voir Red Bull avoir sa propre société de fabrication de moteurs. Un jour, peut-être, une voiture Red Bull Je dirais pas non. pour le grand public, avec Why not? des ailes. Voiture GP Red Bull avec des ailes. C'est Why not? peut-être, pourquoi pas. Ouais. Mais en tout cas, le problème que ça risque de poser, eh bien, c'est qu'une panne mécanique, du coup, induit le changement de pièces Eh oui. C'est cher, Et il y a c'est plus cher. de sous. et donc de pénalité pour Leclerc. Là, il n'y a pas un scénario. Il où, va en fait, prendre des pénalités. il va y avoir remplacement d'éléments qui vont être neufs sur sa monoplace. Donc, à mon avis, d'ici le Grand Prix du Canada, oui, il y aura pénalité. Pour l'instant, ils évaluent les dégâts. Mais de son aveu, c'est Marco qui a dit « Nous voulons un combat équitable. Leclerc va désormais monter son 3e moteur, devra changer de moteur au moins 1 ou 2 fois par la suite. Les pénalités de grille sont donc inévitables. » Ils savent que ça va tomber. Ouais, voilà, c'est ça. Quand C'est ça. c'est une autre question. Du coup, comme je vous l'ai dit, eh bien, ça offrait le titre à Verstappen P1, Perez P2. Max Verstappen qui, du coup, est le leader du championnat du monde des Combien pilotes. reste-t-il de Grand Prix? Oh, Oui, il en beaucoup. reste plein. Hein. Beaucoup, mais bon, il a quand même pris 34 points d'avance sur Leclerc qui était large devant et qui a perdu beaucoup de points ces derniers temps. C'est dommage parce que du coup, il se retrouve à la 3e place maintenant. Par contre, Perez, sérieux prétendant au titre. Hein. Non, mais puis d'ailleurs, je rappelle qu'il était devant Verstappen, Perez. Il a juste fait un arrêt au stand, Ouais. je crois, un peu douteux, et il s'est retrouvé derrière. Et Il puis a le dit meilleur oh, précédent. j'en veux pas à Red Bull ni à Verstappen. Oui, bien sûr. Ah, Franchement, il y a. à qui tu peux en vouloir? Bah, le truc, c'est que on se demande si en fait il n'a pas demandé de laisser un petit peu. Non, c'est pas ça. Non, je pense pas. Je Non. pense pas, mais il y a pas eu ça. Mais clairement, en termes d'engagement, j'ai l'impression que l'engagement chez Red Bull, il y en a quand même un peu plus chez, En même chez non, Verstappen. je suis mauvaise langue, Chez mais c'est Perez. juste que le père de Verstappen, toutes les semaines, si son fils n'est pas devant, c'est ah oui, vous n'avez pas tout fait pour que d'accord. Max. Bon, bref. Après, voilà, c'est ça, il y a des conditions aussi. Hein. Sûrement, Verstappen est toujours derrière ses équipes. Peut-être que Perez est un peu plus à la cool. Et oui, dans ce milieu, peut-être que c'est on va dire, c'est la volonté qui paie le plus. Le daron de Verstappen, c'est richissime.com ou... Oui. Ah oui. Et puis c'est un grand nom du monde automobile, donc oui, mais il est souvent là, quoi. Il est souvent là, il ouvre souvent sa bouche et voilà. Je l'avais dit il y a 2 semaines, je crois. Il avait encore remis en question, justement, la stratégie Red Bull quant à son fils, en mode pourquoi tout n'est pas fait pour que mon fils soit toujours premier. Ouais, Ça doit tellement casser les couilles de gérer les parents d'un mec. Ah, ouais. En mode, mais Après, restez chez je vous, trouve- les gars. De base, je trouve quand même que Verstappen reste en course pure, tu vois, meilleur. Peut-être que Perez aujourd'hui a des fulgurances, c'est en qualification et tout, donc c'est un très très bon pilote. Mais la course, c'est quand même autre chose. Il faut de la régularité, il faut savoir économiser aussi son train de pneus quand il faut, savoir les utiliser comme il faut, savoir toucher la limite de sa voiture. Je pense que là-dessus, Verstappen a ce petit truc en plus qui fait qu'il n'est pas champion du monde pour rien, tu vois, et que Perez l'est pas. Je pense que, étant donné qu'il y a une bonne voiture et que pour le moment il y a 0 concurrence puisque Ferrari casse Grand Prix après Grand Prix, il pourrait y avoir match, mais c'est bien. avec ce petit truc-là. Moteur Ferrari. Hein. Ouais, mais As, c'est trop bizarre. Ils font, il y a des grands prix, ils font top Est-ce qu'on lane sait d'où et des viennent les- grands prix font bottom lane. On tu sait vois. d'où viennent les casses Ferrari ou pas du tout? Ils ont identifié le problème ou pas? Alors pour Leclerc, c'est le propulseur et pour pour Sainz, pardon, c'était un problème hydraulique. Ce qui est encore plus chiant, en fait, c'est que c'est des pièces différentes. Parce que, à la limite, si c'est la même pièce, c'est chiant, mais bon, tu cibles un petit peu le problème, quoi. Tu changes les matériaux, tu trouves des systèmes de refroidissement, des trucs. Là, si c'est des pièces différentes, ça veut dire que le problème est plus global, quoi. Ça veut dire que ça pourrait même arriver à une autre course, sur une autre pièce. Un peu relou, quoi. Bon courage. Ah bon courage. Effectivement, Gasly qui a fait un très bon GP, Ouais, de ouf. mais qui a poussé un petit coup de gueule. Oh, bah alors. En témoigne. Oui, j'avais pas de fraises dans ma loge. Non, mais il a dit un truc assez dramatique. Il a dit en fait, je vais finir avec une canne et on finira tous avec une canne à 30 ans. Donc merci la FIA de réfléchir
à une réduction drastique du marsouinage. Donc c'est Ah surtout- ouais. En plus, eux, ils en souffrent dans la Oh, caisse. mais les Ah images, bah, elles sont mon gars, elles sont violentissimes, violentes, franchement. Surtout là, comment, en Hamilton. Azerbaïdjan. Hamilton qui sort de son monoplace, ça fait très mal au cœur. Hein. Le mec n'arrive pas à sortir, avec beaucoup de difficultés en tout cas. C'est vibration sur vibration. Tu vois, dans les lignes droites, et pourtant, tu as des longues lignes droites. En plus, c'est 330. Ils prennent là en Azerbaïdjan. Ils sont comme ça. Tac, Ouais. tac, 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 Vraiment, tac. J'imagine même pas la douleur ressentie comme ça. En plus des jets qu'il prend dans la gueule, ça frappe juste dans votre colonne vertébrale. On peut compromettre la configuration et je compromets ma santé pour la performance. Voilà. Bon, la phrase, elle est dure, je trouve, mais en même temps, elle est Ouais, très à vraie. mon avis, c'est 100%. Ouais. Je bah. vois pas comment tu ressors indemne physiquement Totalement. d'autant de vibrations et de chocs que tu prends à l'intérieur Quand de t'as la les voiture. caméras embarquées, c'est très impressionnant. En fait, tu as le son, tu les entends taper Ouais. dans la voiture. Le casque qui tape en permanence, le dos qui tape en permanence dans leur baquet. Il y a des Et- gens qui disent dans le chat, hein, il y a des vidéos de 10 secondes, ça secoue tellement la caméra, ça file la gerbe. C'est terrible, hein. Je suis d'accord. Alors, on a mis les images d'Hamilton qui sort de sa monoplace. Si tu peux la lancer, ça fait, comme je vous ai dit, un peu mal au cœur puisqu'il a souffert d'un très 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 gros mal de dos où justement, on le voit en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et on l'entend à la radio, il le dit. J'ai très 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 mal au dos et au micro de Canal en interview post-course, justement, il dit que ça a été un peu un enfer pour lui, mais qui s'accroche et que de Personne toute façon, l'aide Ouais, je sais pas trop si aider aide. Ouais, En je fait, pense tu vois qu'il ce que vaut je mieux veux le dire. laisser dans son. Il vaut essayer de l'extirper seul parce que tu sais pas ce qu'il a mal. Ouais. Tu le prends, tu le fais faire un mauvais mouvement, c'est pire. Tu vois, les mecs sont autour, ils doivent lui demander, à mon avis. J'entends bien pour un random, tu vois, mais ils ont des équipes médicales. Ouais. Ils doivent savoir comment s'y prendre, comment le Ouais. traiter, Après, peut-être qu'il a dit, je m'en sortirai, tu vois, parce que Cassez-vous. vraiment. Me parlez ouais. pas. Donc effectivement, ça, c'est bon là, ça passait derrière, oui, parce que je vois le strike dans le chat. Ok, Ouais, ok. On Du triche coup, comme ça. En parlant de Gasly notamment, il y a Latifi. Latifi, alors je sais pas si tu as pas regardé la course jusqu'au bout, mais Latifi s'est pris une pénalité de 5 secondes. Moi, j'ai vu au début, parce qu'il a dû reculer sur la ligne parce Alors, sur la qu'il ligne. sait pas s'arrêter. Non, bah alors, en fait, Encore. c'est terrible. En fait, il a pris une pénalité de 10 secondes Wow, c'est stop énorme, and 10 go en secondes. fait dans les premiers tours, puisque une infraction sur la grille de départ a été commise. Un mécanicien en fait, Williams, Ouais. était sur la grille trop longtemps Trop par rapport longtemps. au Mais délai. c'était pour le reculer. Ouais. Mais du coup, il est resté trop longtemps, ce qui fait que il a déclaré c'est dommage que la pénalité ait tout gâché pour moi avant même d'avoir commencé la course. J'ai l'impression qu'il devrait y avoir une certaine clémence appliquée pour ce qu'était l'infraction, car j'étais juste repoussé en place par le mécanicien et rien n'a été changé sur la voiture. Et vraiment, il a passé toute la course à ne jamais voir les autres, quoi. Terrible. Nul à chier. Bien solitaire. Non, du coup, il a pris une autre Alors, j'ai- pénalité de 5 secondes et un point de pénalité sur sa super licence. Je crois que ça commence à faire pas mal. 4 sur 12, un truc comme ça. Puisqu'il a ignoré les drapeaux bleus ce week-end. 12. Combien 12 drapeaux ignorés. Bon, C'est pas mal. Je veux bien l'entendre. 12 quand même, ça commence à se voir. Du coup, il a insisté sur le fait qu'il l'avait fait exprès. Alors, on s'en What doute, c'est bien de l'admettre, pour aider Pierre Gasly. Pour aider Pierre Gasly qui, du coup, était sous pression avec un Lewis Hamilton pour la 4e place. Et quand ils sont arrivés derrière Latifi, puisqu'il était dernier, et ben du coup, malgré les drapeaux bleus, et ben Latifi n'a pas cédé. Et il dit que il s'est pas arrêté pour laisser passer Gasly et s'assurer qu'il serait pas exposé en fait au DRS de Lewis Hamilton. Donc après, ils se sont parlé visiblement et Latifi a dit en interview je maintiens, Gasly a tout à fait compris ma décision. Bah voilà, et dans le chat, je vois, il a plus gêné Gasly finalement que l'aider. Mais c'est de son aveu, hein, là, vous pouvez voir, je t'ai mis un tweet dans la grille. Mais Gasly, il en dit quoi, lui? Apparemment, il C'est pas sera OK. Vraiment, si tu peux afficher le tweet, ça peut être bien. Pour tous ceux qui disent propos déformés, bah tu vas voir le tweet en fait. Mais Denis pourquoi- Denis de toute façon, Denis, c'est barré. pourquoi C'est celui-là? Ah ok, d'accord. J'avais pas mis un deuxième tweet où post-interview, il déclare justement... bon, ok. Bon, en tout cas, là, c'est le tweet d'Off-Track.
Et voilà, je voulais lui donner le DRS parce que si je le laissais passer quelques virages avant, il n'aurait pas eu de DRS. Il allait être pénalisé avec Hamilton. Voilà. Bon. Non, j'ai pas d'autres tweets, Marie. Bon, bah c'est peut-être my bad. Mais en tout cas, il y avait eu un petit souci à Monaco, notamment avec Albon aussi, qui avait été accusé d'avoir retenu les pilotes Ferrari. Ah non, c'est peut-être là que je t'ai mis un tweet avec une vidéo. Est-ce que tu l'as cette fois? Yes. Mais il n'y a eu aucune enquête par les commissaires sportifs. Pourtant, la vidéo est assez parlante. Est-ce qu'on peut la lancer? Yes. À Monaco, ouais. All blue flags in front, blue flags. Alors là, je crois que c'est 6 drapeaux. C'est pas 12, mais bon. 6, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais bon, comme il y a un précédent en deux Grands Prix... On est dans le respect. En plus, Monaco, si tu laisses pas passer, tu fais chier vraiment tout le monde. Ah bah tu fais bien chier. Voilà, bon bah c'est quand même triste pour lui parce que pénalité plus pénalité, là il est vraiment au fond. Il ne sait pas rouler Latifi, je trouve. Oh, c'est dur. Oh. S'il est là, c'est que quand même il Et dans les 20... C'est que il est pas dégueu, je pense, quand même. Un record battu aux 24 heures du Mans. De Le Mans. Vas-y, dis-nous. Au Mans. Le Mans. Je crois qu'on peut dire les deux. Au Mans, ouais. Il y en a un qui blesse un peu. Le Mans, ça fait bizarre, mais bon. Mais je crois que ça se dit vraiment Le Mans, donc voilà, record battu. En tout cas, ce jeudi, puisque la H24, je ne sais pas si ça vous parle, est devenue la voiture à hydrogène la plus rapide jamais chronométrée. Ils nous ont fait des superbes vidéos, du coup. Une nouvelle preuve de la viabilité de l'hydrogène en tant que carburant. Donc la H24, il faut savoir que c'est une voiture laboratoire qui a été développée par une co-entreprise qui réunit la start-up Green GT et l'Automobile Club de l'Ouest qui organise du coup les 24 heures. Et du coup, la H24, elle a des allures de voiture de course. Ouais, ça a l'air d'être un proto, j'avoue. Ouais. Mais elle a déjà roulé, hein. Elle a déjà fait 2 courses, voilà. Et elle les a finies d'ailleurs. Du coup, elle est équipée d'une pile à combustible. On en avait déjà parlé en émission, qui transforme l'hydrogène en électricité pour alimenter 2 moteurs. Okay, et du coup... Ouais. C'est pas hybride, hein, c'est full pile à combustible hein, comme voiture, ok. Elle a été flashée par le Speed Trap à 291 km/h. Un record qui est du coup officiel, sachant que la piste était humide et que le pilote pense qu'ils auraient pu atteindre les 300 sans problème. Ok, c'est un record pour une voiture à hydrogène, mais c'est pas un record de vitesse sur la piste du Mans. Écoute, c'est juste le record pour la voiture à hydrogène. Ouais, d'accord, ok. Parce donc c'est déjà cool et ça ouvre la catégorie qui est ouverte aux voitures mues par l'hydrogène, la LMPH2G. Alors c'est quand ça? Je suis curieux de savoir quand est-ce que ça va se lancer. Ça. Alors ce sera en 2025. 2025. Ouais, donc c'est pas tout à fait demain. Ça c'est super intéressant. Ouais. 2025, ces voitures courront officiellement. Parce que si on veut faire, je pense que si tu veux faire de l'endurance, en voiture électrique, la pile à combustible, il y a vraiment que ça qui peut fonctionner. Maintenant, je me pose la question si un jour les performances seront meilleures ou aussi bonnes au moins que le thermique ou hybride, parce qu'aujourd'hui c'est le hybride surtout qui brille pas mal. Donc on verra. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on en parle, hein, le chat de tout ça. Mais il y en a qui disent qu'ils font 250 avec leur Impreza. Ça fait plaisir en tout cas dans le chat. Mais oui, c'est vrai qu'au Mans, on peut atteindre des vitesses assez hallucinantes. Il faut quand même aller vite. Trouver des moyens d'aller vite avec de l'électrique, quoi. Ouais, vite longtemps. Ouais. Alors, normalement, on est censé avoir Anna. Est-ce qu'elle est avec nous déjà ou pas? Ouais. Super. Pour avoir un petit débrief, puisque Anna, qui était déjà venue sur le plateau et qui est streameuse aussi, et bien du coup était aux 24 heures et elle va nous débriefer ça tout de suite. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Hello, comment ça va? Salut, ça va? Ça fait très plaisir de t'avoir à nouveau, même si c'est virtuellement. Alors raconte-nous un petit peu ce week-end. J'ai vu la photo un peu troll que tu as postée avec un logo de Suzuka. Oui. Ça n'avait pas trop de sens, mais comment était ce week-end du coup?
Écoute, c'était ma première fois aux 24 heures du Mans. C'était incroyable, super course. C'est pas des mensonges quand les gens disent que c'est la meilleure course du monde à suivre. C'est vraiment ambiance vraiment très spéciale. Des supporters partout, des gens qui sont en forme pendant 24 heures non-stop aux abords du circuit. C'est vraiment trop chouette ambiance. Donc 90e édition, toi c'était ta première, ça a commencé samedi. Qu'est-ce que tu retiens finalement de ces 2 jours? Eh ben écoute, bon c'était pas une course folle, il y a eu des éditions où il s'est passé beaucoup plus de choses, mais ce qui est bien je trouve c'est qu'il n'y a pas eu trop d'abandon. Sur 62 voitures au départ, il y en a 53 qui sont arrivées à l'arrivée, donc c'est plutôt pas mal. Bon ratio pour les équipes. Victoire de Toyota, ça c'est très cool, et surtout hâte de l'année prochaine, puisque l'année prochaine, il y a beaucoup d'arrivées en hypercar. Donc, dans l'hypercar, c'est un peu la catégorie reine au Mans, parce qu'il y a donc l'hypercar, les LMP2 qui sont une deuxième catégorie de proto. Et ensuite, on a des GT avec les GTE Pro et les GTE AM. Et du coup, l'année prochaine, en hypercar, on a Cadillac qui va arriver. On a Peugeot avec la Peugeot 9X8 qui prépare son arrivée aussi. Et puis là, dernièrement, il y a BMW et Ferrari qui ont annoncé leur arrivée aussi en hypercar. Donc l'année prochaine, ça va être assez chouette. Il y a eu des belles victoires aussi. Jota qui a gagné en LMP2. D'ailleurs, petite info, si vous aimez le sport auto, allez suivre Jota sur les réseaux sociaux. Ils font des vidéos hyper drôles. Ils sont hyper bons sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ah. Et puis non, c'était super cool. Il s'est passé plein de choses. Petit problème au niveau de la BOP pour l'Alpine. Je ne sais pas si vous avez vu. Bah alors, j'ai vu que tu étais dans leur stand. Toi, tu es venu avec Alpine? Ouais, c'est ça. D'accord. Et en parce gros, que c'est réputé quand même pour sa fiabilité. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement pour Alpine? Et ben en gros, l'Alpine, elle a galéré pendant limite 16 heures de course. Elle était au niveau des LMP2 alors qu'elle est censée se battre avec les hypercars. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant les qualifs, ils ont changé la BOP, c'est la balance des performances qui sont installées sur les voitures. En gros, c'est pour que même avec différents constructeurs, les voitures se valent entre elles, que ce soit une Toyota, une Alpine ou la Clickenhouse. Donc elles sont censées être au même niveau. Et du coup, la BOP sur l'Alpine, elle a changé une fois avant les qualifs. Ils l'ont un petit peu augmenté. Et après les qualifs, ils l'ont pas mal baissé du coup. Et ce qui fait que pendant toute la course, en fait, elle était derrière, totalement derrière, à la traîne derrière les hypercars et même derrière les LMP2. Et apparemment, ça pose un gros problème au niveau de l'ACO, du coup, l'organisme qui gère un peu les 24 heures du Mans. Ça pose des gros problèmes, ces soucis de BOP aux 24 heures du Mans. Donc, je sais pas trop ce qui va en devenir. Je pense que ça va être en grosse discussion dans les prochains jours, mais il y avait un gros souci au niveau de l'Alpine, quoi. Et du coup, j'ai vu qu'ils n'avaient pas réussi à reprendre de compenser le retard au cours de la nuit. Donc, un petit bilan un peu déceptif pour Alpine. Toi, tu as pu juger un peu l'humeur, l'atmosphère ambiante? Dans le box, c'était pas la folie, quoi. En fait, donc la voiture a eu un arrêt un peu long, elle a pas réussi à remonter après. Et le dimanche matin, il y a un des pilotes qui a tapé dans un mur de pneus et donc qui a accumulé encore un peu plus de retard. Bon, elle a fini la course, c'est déjà une bonne nouvelle, mais ouais, je pense que ils arrivaient un petit peu en favori au Mans. Et du coup, grosse déception, je pense, du côté d'Alpine, c'est le truc décevant des 24 heures du Mans, quoi, l'Alpine, clairement. J'ai vu qu'il y avait aussi un incident au premier tour. Dans les premiers tours, c'était direct intense quand ça a commencé. Ouais, en gros, dès le départ, il y a une United, donc une LMP2, qui s'est retrouvée un peu prise en sandwich par 2 voitures. Et du coup, elle a tiré tout droit, mais vraiment, on va le voir là sur la vidéo, quelques secondes après le départ. Ah ouais. Et impossible de repartir, quoi. Oh la vache, ça c'est vraiment la haine, je pense. Hein. Ça c'est commence. clair. Tu te prépares à 24 heures de course et au bout de quelques instants, c'est fini. Ah ouais. C'est vraiment... l'image est dure, quoi. Hein. Globalement, en marge des 24 heures, parce que j'imagine que c'est quand même festif, qu'est-ce qui était réservé finalement pour quelqu'un qui vient découvrir les 24 heures du Mans? Est-ce que c'est juste un circuit, une course? Ouais, non, il y a vraiment... En fait, déjà, toute la semaine, c'est ouvert au public. C'est pas juste les courses de 24 heures. Il y a des gens qui étaient depuis le lundi. Ouais. Parce qu'il y a les essais, il y a les qualifs, il y a l'hyperpole, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des courses un peu en prologue. On a du coup le Road to Le Mans. Tu parlais tout à l'heure de la H24 qui a roulé sur ces courses-là.
Il y a pas mal de courses, il y a aussi des ligiers qui roulent. Et il y a plein de choses. Donc autour du circuit, évidemment, on peut se balader, on peut trouver des spots hyper cool. Il y a aussi le village où il y a pas mal d'animations, on peut acheter des goodies, etc. Il y avait du coup la Peugeot qui était exposée aussi, celle qui roulera l'année prochaine. Ouais. Il y avait pas mal de choses à voir aux abords du circuit. Ils font vraiment tout pour que tu t'ennuies pas pendant toute la semaine, quoi. Alors justement, la Peugeot, toi, tu as pu la voir de près. Ouais, elle est trop belle, hein. Elle est magnifique, hein. Ouais, super jolie. Elle est vraiment très très belle. Donc on rappelle un Peugeot triple victoire au Mans, donc un beau retour. Et sinon rapidement du côté de Ferrari, je vois 9 fois couronné au Mans. Du coup ils avaient quitté la catégorie Rennes en 1973 et du coup ils honorent le centenaire avec une machine qui s'est dévoilée. En tout cas on a des premières images. Et je sais pas si toi tu as pu en entendre un peu parler de Ferrari justement. Un petit peu, oui. Et tu sais que ça parle de Charles Leclerc pour oui. la conduire l'année prochaine. Ah ouais. Charles Leclerc et Carlos Sainz. Donc Ouais. Ah ouais, alors, ils font pas semblant. ah bah ils font pas semblant. Ça fait très très plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour. J'imagine que tu y retourneras. Plaisir. C'était pas la dernière en tout cas. Carrément. Bon bah trop bien, génial. Et Ken d'ailleurs, tu devais y aller en vélo, non? Oh ouais, non, je suis allé aux 24 heures moto, moi. Ah Et d'accord, oui, d'accord. c'était Il me pour la semblait période que des tu 24 devais y heures aller moto. aussi. 24 heures moto, t'avais 24 heures auto, t'avais 24 heures vélo aussi. Ils La en font vache. des trucs sur le 24 circuit de ans la... vélo, Et 24 heures vélo, ouais. faut être bien déter. Non, normalement, on devrait le faire l'année prochaine avec Fildrong s'il est assez motivé. Ouais. Ouais, L'angoisse. ça va être rigolo. Hâte de vous voir L'angoisse faire ça. en relais. une image. Eh bien, Magnifique. merci Oh, beaucoup. elle est belle. Ah, elle est très belle. Elle est très très belle. Merci beaucoup Allez, Anna en tout j'achète. cas. On te retrouve sur ta chaîne Twitch comme d'habitude. Ouais, merci beaucoup. Bah merci à toi et à très Merci. très vite. Ciao, ciao. À plus. Bon mais c'est cool, Anna, il faudrait qu'elle revienne de temps en temps. C'est vrai qu'il y a la problématique du train, le déplacement et puis son travail et ses propres activités. Mais c'est vrai qu'elle est venue une fois et c'était très très cool. Carrément. C'était très très cool. On continue juste avec une petite news. Je vais vous laisser deviner ce qui s'est passé selon vous. Un avion, ok, qui a traversé 6 pays de l'OTAN sans autorisation. Oh. Non, c'est pas fun. C'est pas drôle. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Oh, il a été escorté par des jets et obligé d'atterrir, non? Alors ça devrait être... En tout cas, c'est la procédure qui est établie en France. Attends. C'est-à-dire que, 6 pays. 6 pays, ça veut dire que c'est des petits pays relativement rapprochés. Donc, c'est quoi? C'est l'Europe après tout. c'est dans les pays baltiques ou un truc comme alors, ça. c'est très très bien vu. Il a traversé Estonie, Lituanie ou un truc comme ça. Ah, je vois, ouais. C'est très très bien vu. Il se trouve que chaque pays a sa propre législation, a ses propres techniques pour intercepter les intrus dans l'air. Ce qui s'est passé, c'est que personne n'a pu les attraper. Et ils se sont volatilisés. Hein? Rassurant. C'est quoi cette fin d'histoire là? Peu rassurant. Peu rassurant. Ils l'ont titré James Bond, une opération à la James Bond, un périple en tout cas qui a eu lieu le 8 juin, un petit avion donc bimoteur qui a réussi à se faufiler à travers les défenses aériennes de 7 pays d'Europe, dont 6 membres de l'OTAN. Ok, donc, c'est quand même un peu inquiétant. On se dit, Léger. les gars quoi. Il s'est posé sur une piste désaffectée en Bulgarie. Malgré la mobilisation d'avions de chasse, de 3 armées différentes, bon, dans le contexte de guerre en Ukraine. Genre, il n'y a pas un moment où les mecs à communication radio font vous êtes qui? Bah oui, donc c'est un vieux Piper Aztec, d'accord. Et du coup, ils n'avaient pas déposé de plan de vol, ils répondaient pas à la radio. Effectivement, les mecs voulaient être invisibles. Ils répondaient pas du tout aux signaux visuels des avions militaires qui ont été envoyés à leur rencontre. Quoi, c'est des transports de drogue? Ça sent le trafic, ça, ce que tu me racontes c'est là. qu'on ne sait pas du tout. Alors, je vous fais un petit peu la timeline. Ils ont décollé, depuis un aérodrome en Lituanie, bien vu. L'appareil doté de 6 sièges et volant à basse altitude a rejoint puis survolé la Pologne sans être inquiété. Très bien. Voilà. L'appareil est passé au-dessus de la Hongrie. Ah, là, on s'est dit, oh les gars, attends, il y a un truc... c'est pas sur mes papiers, ça. C'est pas sur mes papiers. Intercepté, suivi par des chasseurs, des chasseurs Gripen de l'armée de l'air hongroise. Il est rentré en Roumanie. 2 F-16 américains qui étaient déjà en patrouille ont pris le relais.
Donc les mecs ont dû communiquer entre eux en mode putain c'est bon, on y va, on continue la chasse. Jusqu'à l'arrivée de 2 F-16 de la force aérienne roumaine. Donc un relais total de plusieurs forces aériennes de plusieurs pays. Arrivé à la Bulgarie, personne ne répond. Les gars, qui prend le relais? Personne. Mais what the fuck. La Bulgarie n'a envoyé personne. Ce qui est quand même un peu bizarre. Du coup, on est en train de fureter un peu. Par là-bas, ils n'ont envoyé aucun appareil. Le ministre de la Défense, Dragomir Zakov, a assuré que l'appareil n'avait à aucun moment constitué une menace envers la population pour justifier une décision impliquant l'envoi au moins, ils sont économes, hein, pas quoi. En fait, c'est ça. On va quand même pas payer le kérosène pour un connard c'est- qui a oublié de noter son plan de vol. Ça coûte cher, ces histoires. Le truc, c'est qu'il visiblement, ce serait plus probablement lié à la météo, à l'état de délabrement carrément. Hein. C'est dit comme ça dans le rapport de l'aviation de chasse bulgare qui ne dispose que d'une poignée alors de MiG, de Sukhoi de Ouais, des MiG. concession Ok, soviétique. soviétique. Ouais. Vieux truc, quoi. Ah ouais. Donc du coup, pas de réaction. Pas de réaction. L'avion s'est posé 2 fois sur des petites pistes pour faire le plein de carburant. Ils avaient des bidons embarqués, donc ils ont réapprovisionné eux-mêmes et transféré à chaque fois manuellement les carburants. Ils ont menacé le personnel de l'aérodrome, alors de H12Zoboslo, et il y a des Z entre chaque lettre, Bien sûr. dans l'est de la Hongrie, qui du coup a prévenu la police. Ok. Ah oui, donc les mecs, ils sont Clairement, identifiés et tout. C'est bizarre. Clairement nocif. Super Ouais. bizarre. La police arrive, du coup, ils ont rembarqué en catastrophe. Ils ont pas du tout respecté les procédures de décollage. tu m'étonnes. évidemment, hein, voilà. De toute façon, ils ont même pas donné leur plan de vol, ils s'en foutent. Eh bien, figurez-vous que l'avion a été retrouvé, et c'est là qu'on rentre dans le très drôle. Il a été retrouvé le lendemain, abandonné sur un terrain d'aviation désaffecté, à une centaine de kilomètres des côtes de la mer Noire, qui était visiblement l'objectif final de ces voyageurs de l'extrême. Les mecs ont dû prendre un bateau depuis. Tous les occupants volatilisés, aucun retrouvé. L'immatriculation de l'appareil a permis de remonter jusqu'à son ancien propriétaire, un officier lituanien de réserve qui a vendu l'avion sur le Bon Coin, équivalent, à des hommes étrangers dont l'un parlait russe. Non mais, le mec... il y a rien qui va. C'est en mode, je sais pas, moi j'ai juste vendu Un le truc. avion sur le bon coin. Voilà. À l'avion. Remarque, Alors, il y a des mecs qui vendent des maisons. l'avion était proposé à 30 000 €. C'était sur Avec planetcheck.com, l'immatriculation. planecheck.com. Et malgré l'importance de la somme, il ne se souvient pas du nom des acheteurs. Ah, bah non, on va Ouais. quand même pas demander le nom. J'ai pris le chèque et j'ai dit, allez, cassez-vous. Ah, vous Ça nous rappelle savez, l'histoire de le quelqu'un bon en coin, France, une poignée de hein. main, et puis voilà. Mais attends, il n'y a Voilà. pas des législations qui t'obligent, quand tu vends un truc, à signer des paplards, à faire des... Si c'est en liquide, Il qu'est-ce va que... prendre la sauce, là, l'officier Il a juste italien. payé 30 000 balles et il s'en bat les 30 couilles. 000, attends, 30 000, c'est 30 tout 000, pour un avion? Ouais, après c'est un petit bimoteur. Hein. C'était vraiment, c'est un avion qui a été fabriqué en 62 aux États-Unis, Ah ouais, d'accord. inutilisé depuis 2015. D'accord, c'était Bon, une poubelle volante. C'était une ruine. Ouais, C'est une ruine, mais ça volait. Mais ça vole. Visiblement, ça vole. C'est une affaire très louche qui ressemble à une opération bien montée, réagit un pilote militaire français sous couvert de l'anonymat. Sans déconner. Sans déconner. Merci, Captain. Voilà. Je ne suis pas surpris que l'avion ait pu continuer sa route, d'autant qu'il avait décollé du territoire d'un pays membre de l'OTAN. Ça commence à délier les langues du côté des pilotes de chasse français, qui pensent que, en fait, les dispositifs ne sont pas du tout équipés et câblés pour faire face à ce genre de situation. Bon, alors plusieurs hypothèses sur l'identité 45 000 balles Eh, 45. Ken, on se cotise? Écoute, ma foi, ce qui coûte cher, c'est le brevet de pilote et l'entretien du vol à chaque fois. C'est vrai, Une fois que tu as c'est le brevet, faut faire des heures de vol et tout. C'est ça qui est un peu dommage. En plus Oh, de dommage ou rassurant, risquer ta vie dans les airs, mais Ouais. ouais, peut-être un jour, écoute, hein, si ils font des modèles électriques. C'est quand même incroyable. Du coup, toutes les hypothèses qui ont été abordées, selon vous, quelles sont-elles? Je pense que soit c'est un agent secret lituanien qui, je sais pas, qui Ils étaient plusieurs. Hein. barré. Des Trafic, agents trafic. 004 et 005, quoi. Ça fait quand même... Ce qui est bizarre, c'est que les trafics, en général, plutôt dans l'autre sens. Ouais. Mais bon. disons que tu es bien renseigné. Mais c'est surtout que... Enfin, j'ai l'impression que normalement, les trafiquants d'ox se donnent moins de mal. Je les imagine se mettre des trucs dans le cul et prendre des camions. Et tu vois, ça achète pas des avions sur planecheck.com. Mais ça dépend trafic de quoi? C'est peut-être des armes. Ouais, après, c'est peut-être. Je pense que c'est un truc pour une vidéo YouTube.
Genre, Non, un prank. alors l'angoisse. Genre, c'est les McFly et Carlito lituaniens qui ont voulu faire un prank. Les On youtubeurs achète russes. un vélo et on traverse 6 pays d'Europe. Lol, pouette. Et, Alors. et finalement, ça va faire une vidéo blog sur la chaîne de Inoxtag. Alors justement, Oh merde, on a crevé. Bon, tant pis, on a fait un Ah. avion. la première hypothèse, c'est une exfiltration d'oligarques. Oh Ah punaise, ouais, ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, donc ça, c'est plus du sérieux, ça. La deuxième, c'est un transfert d'otages. Oula. La troisième, plus probable, une fuite de criminels, donc quelqu'un qui est déjà recherché. D'accord, donc Ouais. c'est un man qu'on cherche, c'est pas une marchandise en fait. Ouais. Ou, toujours selon le ministre de la Défense bulgare, une simple erreur. Oui. Voilà, oui. Non, bon, alors lui, ils ont juste Ouais. oublié de déposer les plans de vol. Ils Bon, sont plantés. la police est C'est arrivée, tout. ils sont partis en courant. Bon, Ils ont pris l'avion, ils ont décollé, ils connaissaient pas les procédures. C'est Une pas la première erreur. chose qu'on On a juste t'apprend. menacé des mecs, bon, ça va. Voilà, bon, c'est pas de leur faute. voilà. Moi, Mais je j'ai reste sur mon trouvé, prank YouTube. Ce qui serait quand même terrible. Alors, quelqu'un nous dit dans le chat, ça remet en question la communication des pays, surtout en ce moment, les avions qui volent vers les pays de l'Est, totalement. C'est une alerte totale pour l'OTAN. Donc, J'avoue qu'en termes de test, c'est un test dramatique. Hein. ah bah là, Eh ben, Même pas efficacité capable de l'OTAN. d'arrêter un petit avion qui vole même pas un vite. bimoteur, quoi. Acheter Ouais. 30 000 balles, ils n'ont pas réussi à l'arrêter ou ils n'ont pas fait trop d'efforts. On sait pas Ouais. trop, mais en tout cas, Pas sûr que ça valait le coup pour l'Ukraine de se rapprocher de l'OTAN. Ouais. bah là, les questions se posent. Du coup, voilà. Après, je ils allaient trouve pas que lui tirer c'était, dessus à l'avion, ça se trouve, c'était vraiment une erreur. Ah, Bah, le truc, c'est que je vois là, par exemple, dans le cas d'un petit avion non menaçant effectuant un trajet dans l'Union européenne, il est très improbable qu'une autorité politique décide d'abattre l'appareil. Bah oui, c'est Et normal. vu qu'ils ont pris la fuite Et un avec système- la police, bon. de filet géant. Et tu déploies Tu un filet géant. attrapes l'avion. Tu attrapes l'avion comme ça, tu Ah, mais le c'est- mets dans les filets, tu refermes le filet, C'est la- l'avion ne peut plus rien faire. C'est la Team Rocket. Et après, tu le déposes doucement dans un lac. Incroyable. Mais c'est quoi cette technique? Bah quoi, ils sont vivants? Ah bah oui, mais bon, non, ça, je pense pas que la technique du filet marche. En fait, on envoie des chasseurs. Il y a un moment, les gars, filet pas filet, on Moi, est je censé quand cherche même. des solutions. Bref, qu'on ait perdu sa trace, c'est quand même très bizarre. Je trouvais l'histoire un peu cocasse, ma foi. J'avais envie de. C'est rigolo. C'est rigolo et c'est flippant à la fois. Et la semaine prochaine, peut-être qu'on en saura plus sur. La semaine prochaine, on teste l'extraction nous-mêmes. Voilà, on essaye de traverser 5 pays européens avec le petit avion à 45 000 qu'on a vu là. Et les, Ah ouais. les mecs sont censés être. Oh, Ah petit bah, avion. petit avion. Bah oui, un petit avion, Un petit évidemment, avion, évidemment. bien sûr. Les mecs sont censés être des cracks incroyables avec leurs avions de chasse. Pas moyen de mettre une petite balle juste dans le moteur. Après, le mec, il plane. Il se pose. Il n'y a que le moteur. Comment ça, il plane, il se pose, il a Ça pris vole. une balle. Un avion sans moteur, ça vole. Une hein. petite balle juste Ça- dans le ça crache, moteur, en mais fait. Mais non. qu'est-ce que vous Ça plane. racontez, Et ça ça plane plane et ça se jusqu'à pose. ce que. s'il vous plaît? Ça se pose où? Bah, Dans ça une se pose où montagne. Et tu trouves un champ, on s'en bat les couilles. Mais sans moteur. Plutôt, il y a plutôt intérêt à avoir de l'artiste, l'artiste, sinon mais t'es tu trouves le obligé, sol. Mais t'es bien obligé les de mecs te qui sont poser formés. incessamment sous peu dans les Alpes. Max, tu le mets à la strate militaire, c'est terminé. Ah ouais, hein. ouais, plus tu de survivants, sais, plus de. Plus rien. Ça plane un avion Moi, sans je vole moteur, pas avec t'inventes toi, pas, hein. merde. C'est chaud, hein. Une balle de 50 mm, ouais, tu tires dans le pneu, effectivement. Tire dans le pneu, j'avoue. Mais bon, voilà, on en saura peut-être plus dans les jours qui viennent. On va passer du côté de Porsche. Ah, alors attends, tu veux quoi? Bah, Porsche qui rachète Fazua. Ah, Porsche qui rachète Fazua. Alors, je vous avais déjà parlé du moteur Fazua, c'est ce petit combiné moteur électrique batterie en un seul bloc qui équipe aujourd'hui une grande partie des vélos de route de performance électrique, permettant des vélos d'être assez légers pour des vélos électriques, atteignant pour certains les 13 kilos, ce qui est quand même léger pour un vélo électrique performance, équipant notamment l'un des vélos les plus populaires actuellement en vélo de route électrique, qui est le l'Endurace On de chez Canyon. Eh bien, sachez que Fazua vient de se faire racheter par Porsche, voilà, fabricant de moteurs et de batteries électriques. Ils ont été absorbés par Porsche. C'est pas la première fois que Porsche, d'ailleurs,
rachète une entreprise qui fait dans le moteur électrique actuellement. Je ne sais pas ce qu'ils leur prennent, mais ils voient, je pense, dans ces entreprises un moyen de se développer peut-être dans un nouveau secteur de la mobilité. Il y a quelques mois, ils avaient rajouté la compagnie de vélo électrique Griep, croate, et bien maintenant ils possèdent justement Fazua, dont le drive system, je vous rappelle, pèse 4,6 kg, donc c'est un des systèmes les plus légers combinés moteur plus batterie. Voilà, 250 watts dans le moyeu central. Très efficace puisqu'utilisé même par le grand fabricant italien Pinarello pour un de ses modèles électriques phares de la gamme. Look aussi, on voit le Pinarello justement là. Fuji, voilà, beaucoup de marques travaillent avec eux, que ce soit pour des vélos de route, des vélos purement urbains, des gravel ou des VTT. Voilà, Fazua a été connu et vraiment a eu une expansion très très forte parce qu'en vrai, leur combiné, c'est assez simple d'adapter un cadre, de faire le moule, plaque, de fixer ça là-dessous et tout est un peu clé en main, batterie, moteur, ça marche plutôt bien. C'est une bonne alternative à Bosch qui était un peu leader dans le marché justement de ces moteurs électriques. Donc Bosch va pas revendre son système et voilà, de l'avis de tous, c'est un des meilleurs systèmes actuels. Ma Porsche a fait OK, c'est un des meilleurs systèmes actuels. En vrai, ça marche bien, j'achète. Exactement. Et en effet, ils ont acheté l'ensemble du système. C'est bien, d'autant plus que tu peux utiliser un peu ta batterie pour recharger ton téléphone aussi. Tu as souvent des portes d'accès, la batterie est amovible, donc tu peux la changer au cas où, etc. Le truc qu'ils mettent là sur la... Ouais, c'est pour le contrôle de puissance éco, normal drive, et bien, voilà, bien, ça a l'air front drive. Voilà. pratique. C'est assez stylé. Donc, on peut voir dans les vélos, la plupart des vélos qui sont équipés là-dessus. Vous avez montré quelques vélos électriques. Donc, l'idée, c'est de proposer quand même des vélos électriques, donc qui sont quand même assez haut de gamme, qui sont des vélos de route ou des gravel qui sont déjà un peu performants. Et évidemment, pour équilibrer, comme ce système coûte tout de même entre 1000 et 1500 euros à équiper sur un vélo. Généralement, on va baisser en gamme les composants globales du vélo. On va mettre des roues peut-être un peu moins haut de gamme, des transmissions un peu moins haut de gamme, etc. Pour avoir en vrai des vélos qui ont 2-3 ans d'âge en termes de conception par rapport aux vélos modernes, mais qui ont un prix assez équivalent, tu vois, au vélo moderne, tout en ayant une électrification en plus. Donc c'est plutôt cool. On va voir ce que Porsche va faire justement un peu de cette acquisition. Est-ce que ils vont, comme ils font actuellement en partenariat, produire leur propre vélo électrique? Avec Rottwild. Bah ouais, exactement, puisqu'ils sont déjà en partenariat pour faire quelques vélos électriques. Ouais. Est-ce qu'ils vont fournir à des fabricants de vélos ou s'associer à des fabricants de vélos pour faire des vélos haute performance encore? Comment Porsche peut miniaturiser encore plus ce système-là, qui est pour le moment parmi un des plus efficaces au monde dans le système des vélos électriques. Voilà, plein de questions se posent. En tout cas, c'est vrai que Porsche ne s'intéresse pas qu'à la mobilité, on va dire ultra chéros et voiture. Ils sont aussi en train de regarder vers les vélos. Des vélos, ouais. Loin de là, il va falloir fabriquer des vélos musculaires, mais au moins, le vélo électrique, il regarde. Est-ce que c'est écolo, ces vélos électriques? Pour l'interrogation, on va dire que c'est plus écolo qu'une voiture électrique, c'est sûr et certain. Après, vous n'avez pas les mêmes fonctions juste derrière. Non, ça l'est beaucoup moins qu'un vélo non électrique. Mais bon, c'est quand même à des années-lumière d'une voiture, bien entendu. Cela dit, on va voir évidemment comment est-ce que tout ça va évoluer. Mais c'est intéressant de voir de plus en plus de rachats, surtout Porsche, qui a souvent été un peu visionnaire, le groupe Volkswagen aussi, jamais se faire distancer, toujours rester un peu dans le coup, aller vers les nouvelles technologies, quitte à faire grincer les dents un peu leur cœur de clients, exactement, et de consommateurs. Et aujourd'hui, tu le vois, c'est en prenant de l'avance qu'ils réussissent à pas trop se faire distancer sur le marché du très très haut de gamme par des Tesla ou autres. Ils restent quand même dans le coup, ils investissent beaucoup là-dedans pour pouvoir rester performants, et beaucoup de leur gamme vont s'électrifier prochainement. De toute façon, ils vont pas trop avoir le choix à cause des législations. Alors, ce que je regardais, moi, c'est que déjà, ils vont créer 2 entreprises
qui vont fonctionner ensemble. Donc une qui va vraiment se consacrer justement à cette mobilité, les vélos, etc. Ouais. Et une autre sur la micro-mobilité. Donc on peut s'attendre à peut-être des trottinettes. Peut-être. Peut-être qu'ils vont aller sur ce marché-là. Peut-être quoi. d'autant qu'ils aiment bien aujourd'hui avec toute leur gamme de SUV, les véhicules toujours plus grands, proposer des packs multi-mobilité. Tu vois, ce qu'ils aiment bien, c'est sur leur Cross Turismo, là, je sais plus comment ils s'appellent, leur break électrique, proposer justement des racks pour pouvoir stocker des vélos, Porsche aussi, mais le proposer en option sur Porsche, comme ça, t'as ta famille, tu embarques tes vélos, tu vas à la campagne, tu fais tes balades à vélo électrique, parce qu'il faudrait quand même pas trop fatiguer le consommateur Porsche non plus, et tu repars et t'as tout Porsche, tout brandé Porsche, c'est merveilleux. En plus que les vélos Porsche sont souvent des rebrandings de vélos qui existent déjà, donc en vrai, la facture du logo Porsche, bah, tu le payes pas comme la facture du logo Porsche sur une Audi S7 rebrandée en Panamera ou je sais pas quoi. C'est quand même prend quand même moins cher dans la tronche. Donc tu peux rouler avec des vélos Porsche ou avec des vélos brandés BMW qui peuvent être assez cool sans On va pour finir autant par coûter craquer, hein. une couille. On Quoi. entend parler de vélo. Alors tu penses qu'on va s'attendre à quelle fourchette de prix? Bah après, tu sais, ils font des vélos à partir de 1000 balles en vrai, un 17 Porsche. 000 euros. Mais leur dernier vélo qu'ils ont sorti là en partenariat, c'est un vélo à 5000. Ouais, il est entre quand même. 5 et 6 000, Ouais. 6 000 euros. Parce qu'il y a Et, les Porsche Cross et Sport entre 8 et 10 000. Hein. Ouais. Bah après, ils vont très haut. Moi, ce que je reproche un peu, tu vois, à ces vélos-là, c'est que là, pour le coup, donc, comme on rentre sur du très haut de gamme, tu vas payer la griffe Porsche de ouf, sachant que c'est toujours un branding d'un vélo qui existe et qui coûte 2000 euros moins cher. Et souvent, c'est dommage, hein, parce que pour ce prix, t'as pas le maximum de la performance que tu peux avoir à vélo aujourd'hui. Je trouve ça un peu con. C'est Porsche, c'est une marque de performance. Pourquoi est-ce qu'ils produisent pas des vélos vraiment ultra performants, tu vois, en s'inspirant des meilleurs? Non, bah c'est quand même un métier de faire aussi des vélos. Ils vont plutôt aller vers des vélos qui looks cool, qui ont l'air super cool et super stylés, très chers, plutôt que des vélos qui sont à la fois cool, mais aussi terriblement efficaces. Pour ça, bon, il y a que les manufacturiers de vélos qui sont encore devant, mais qui sait, peut-être qu'un jour on retrouvera Porsche sur les routes du Tour de France. Et peut-être qu'ils apprendront à faire quelque chose. En tout cas, il y a des choses à faire, peut-être pour eux à ce niveau-là. Greenwashing ou pas, je n'en sais rien. On verra. Un vélo Porsche, Max, c'est bien de droite, ça. Déjà, un vélo, ce serait pas mal. Pas de vélo. Après, c'est vrai que payer plus cher juste pour la marque, j'en ai un peu rien à foutre. Et puis, je suis plutôt... j'aime bien les nouvelles marques. Ouais. J'aime pas trop les Tout ce trucs qui que- existent depuis ouais. 1000 ans, machin. Ken t'a présenté Tu vois, des quand tu me parles coyotes, de des cow-boys, cow-boys, des trucs comme ouais. ça, voilà, ça me parle un peu plus. Le Piranello Coyotes, Nitro, voilà. les GPS. Ouais, Mais, je comprends, mais tu vois, les nouvelles marques, en vrai, ce côté start-upper dans le vélo, on en a eu beaucoup, je vous en ai beaucoup présenté. C'est tellement de scammers. Tu vois, je préfère acheter un Trek Domaine à 4000 euros avec le Phasua à l'intérieur. Je sais que j'ai un Trek, tu vois. C'est-à-dire un putain de vélo solide, ultra bien pensé, avec un bon cadre. Pareil pour le Canyon, donc le fameux Endurace à 3000 euros qui fait partie des vélos de route vraiment ultra bons. C'est le vélo de Daz. Hein. Daz, d'ailleurs, possède ce vélo. Hein. Pour 3000 balles, tu as un vélo de route qui est quand même performant, qui fait 15 kilos, qui, lorsque tu enlèves la batterie, tu as un vélo de route qui marche vachement bien avec un bon groupe. Et quand tu mets la batterie, bah, ça t'aide ultra bien, surtout si tu commences à être un peu âgé ou si tu as besoin d'une remise en forme. Tu vois, c'est un pied à l'étrier de ouf. Ça se revend méga bien, même au prix. J'ai vu 11 000 là. Hein. Donc c'est cool. Oui, non, mais après, si tu regardes le Pinarello J'ai vu 11 000. Entre 3 000 et 11 000. C'est plus une Selon fourchette, option. là, De toute Foro, façon, c'est- le vélo, ça dépend des options. Dès que tu commences à équiper des roues de sport avec des groupes et des transmissions, pareil, de compétition. Toi, le groupe Dura Ace, c'est un des derniers groupes de compétition. Il est ultra léger, ultra rapide, ultra électronique. C'est un groupe à lui tout seul. Je vous avais déjà montré dans l'émission qui coûte 4500 euros tout seul. Tu vois, t'as pas le vélo qui va avec. Donc c'est des trucs ultra légers pour gagner en watts pile poil. Donc dès que tu veux gagner 5 watts à vélo, tu prends 1000 euros sur ta facture. Bon, c'est des ajustements qui sont Non rentables. voilà,
c'est pas rentable, à part si tu veux faire compète, c'était David Gaudu. Pour le reste, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'un groupe Durex. En plus, la seule chose que tu vas faire, c'est devoir changer les composants plus souvent parce qu'ils sont souvent plus fragiles, parce que plus légers, et ils sont plus chers. En fait, c'est juste investir plus dans ton vélo. C'est un délire de dentiste, mais il n'y a pas besoin d'aller vers des trucs comme ça pour se régaler, tu vois. Je vois dans le chat quelqu'un qui dit c'est dommage parce que Fazua c'est hyper bien. Donc il y a une certaine défiance vis-à-vis de cette acquisition. Mais voilà, c'est super bien et c'est aussi pour ça que Porsche s'y est intéressé. Je comprends le fait qu'on voit Porsche arriver, peut-être qu'ils ne peuvent rien apporter de plus à Fazua, mais vous savez, toutes ces startups, même allemandes, elles ont dans l'espoir un jour de pouvoir grossir et faire plus de choses. Et mine de rien, dans le monde dans lequel on vit, c'est avec un grand groupe associé que tu peux aussi te développer. Ça reste le moyen le plus sûr. Voilà, bon, les choses fonctionnent comme ça. Faut vous dire que c'est Fazua qui décide aussi ça. Ils voient arriver le chèque et puis ils prennent parce que dans leur idée, c'est la possibilité de faire peut-être mieux. Et moi, j'ai l'espoir que dans quelques années, les groupes combinés moteur, batterie électrique soient peut-être, 2 fois plus légers, tout en étant aussi performant. Et ça, ce serait vraiment game changer. Parce qu'actuellement, le poids, à mon avis, que rajoute le moteur électrique ne vaut pas l'investissement que ça demande. Je trouve que le rapport, il est un peu pas trop en faveur de l'électrique, sauf dans des cas très particuliers. Je dis personnes âgées, personnes qui ont besoin de remise en forme. Mais je pense que ça va changer et que le vélo de demain électrique sera incontestablement meilleur que le vélo musculaire. Comme Xari finalement. Comme Xari qui est un homme de la mobilité puisqu'il a le t-shirt de la mobilité. Qui est une personne de la mobilité puisqu'il est en... Il est en RATP Bunny. Incroyable. Oh là là, tellement ne paie pas tes mains dans les portes, tu risquerais de te pincer très fort. Ouh. Xari qui a toujours sa trottinette depuis des années maintenant. Ouais. La question, c'est de savoir maintenant, est-ce que Fazua va continuer de fournir à tous les gens avec qui il travaillait, tu vois, parce que je vois que le Canyon à 3000 balles avec le moteur Fazua dedans, c'est quand même un des meilleurs rapports qualité-prix que tu peux avoir sur le marché à l'heure actuelle. Si tu n'as plus le moteur Fazua dessus, ils vont devoir se fournir probablement chez Bosch. C'est pas le même prix, c'est pas les mêmes performances, c'est pas le même encombrement. C'est plus chiant et ça ressemblerait à d'autres vélos qu'ils ont dans leur gamme, justement équipés de chez Bosch. Que pourrait apporter un supplément logiciel à un vélo? Parce que pour le moment, c'est très mécanique encore. Ouais. Est-ce qu'il y a un monde où un vélo avec un iPad dessus, tu vois, quelles informations, quelle gestion de l'énergie pourrait apporter des innovations logicielles sur un vélo? Alors, on parlera peut-être un peu quand on parlera du vélo Décathlon, mais informatiquement, aujourd'hui, un peu comme en voiture, tu vas pouvoir gérer un peu l'ABS ou le freinage, par exemple, de ton vélo avec une répartition du freinage avant-arrière gérée électroniquement. Aujourd'hui, les dérailleurs haut de gamme sont électroniques, donc sont gérés tout de même informatiquement, et c'est l'ordi qui va un peu calculer s'il est meilleur d'être dans telle vitesse ou dans telle vitesse par rapport à la cadence que tu fais, par rapport à la puissance que tu mets. Données aussi qui sont traitées par l'ordinateur et les logiciels. Donc ça, c'est un côté important. Ensuite, d'un point de vue ergonomie, évidemment, un vélo ergonomique facile à déverrouiller, logiciellement parlant, qui a des presets. Tu vois, tu arrives sur un vélo, trop stylé, tu arrives sur un vélo, tu as ton vélo à toi, tu l'utilises toi, mais madame l'utilise par exemple aussi, vous faites pas la même taille, vous faites pas les mêmes poids, hop, tu appuies sur profil 1, la selle descend, elle se ravance un peu pour quelqu'un qui est plus petit que toi, tu rappuies sur profil 2, tu vois, la selle se remet direct, t'as pas à faire les manipulations toi-même, il y a un petit moteur qui gère directement tes positions, ça c'est un truc que logiciellement pourrait, tu vois, augmenter le confort, la facilité d'utilisation, gestion. De toute façon, imaginez ce qu'il y a en voiture, apportez-le en vélo de façon beaucoup plus miniaturisée. Mais une boîte auto. C'est tout ça. Une boîte auto, ça existe déjà. Hein, il y a des boîtes auto mécaniques, il y a des boîtes auto, il y a des boîtes automatiques électroniques aujourd'hui en vélo.
D'ailleurs, elles sont pas mal utilisées chez les VTT, les mountain bikes, et parfois aussi vachement fiables. J'avais une boîte automatique sur mon tout premier vélo que je vous avais montré, hein, celui qui était en cuivre, 2 vitesses, mais il existe des boîtes automatiques 3 vitesses. Donc ouais, les boîtes auto aussi, pourquoi pas, ça peut faire le taf. Hein. Le VanMoof utilise déjà une boîte automatique, tu vois. Comment il s'appelle, le PDG de Peugeot, si je dis pas de bêtises, qui a quitté il y a peu le lobby des constructeurs européens, en expliquant qu'en gros c'est un peu des dinosaures, quoi, qu'il n'est pas très content de leur efficacité et que ils en ont marre de se faire défoncer par les Américains, parce qu'en gros en ce moment c'est les Américains qui sont en train de reprendre le marché de l'automobile, notamment parce qu'ils sont en avance sur toute la partie logicielle. En gros, il expliquait que pour lui l'avenir, en tout cas dans l'automobile, c'est la partie logicielle, et que pour le moment on est en retard sur ça et qu'on doit se développer sur ça, et que a priori le lobby automobile européen est un peu dans les choux à ce niveau-là, et du coup il a fait tu sais quoi, ça coûte cher de faire partie de ce lobby, donc je me casse, et du coup il monte un peu son truc de son côté. Après, il y a un côté, à vélo, il y a un côté, je peux faire le travail moi-même que tu peux pas trop faire en voiture, tu vois. Il y a un côté bidouille que les gens aiment bien. Alors, même si le vélo moderne tend au tout intégré, au tout propre, tu vois, les câbles sont totalement à l'intérieur de la potence, à l'intérieur du vélo, on voit plus de câbles apparents. Certains sont en train de dire, moi je préfère les câbles apparents, c'est plus facile à réparer si j'ai un mer à faire moi-même. Je préfère pas avoir de transmission électronique, parce que si jamais j'ai un problème sur ma transmission, c'est pas un problème de batterie, c'est chiant à aller chercher, à aller charger. Je peux tout régler moi-même. J'aime pas, tu vois, les pneus sans chambre à air, parce que si jamais je crève, je crève définitivement et je dois emmener mon vélo machin. Je préfère avoir une chambre à air et le changer moi-même. T'as ce côté un peu roots qui reste à vélo, qui veut que beaucoup de cyclistes aiment ce côté. J'ai l'ordinateur de bord que je veux parce que je l'ai choisi. Pourquoi est-ce que vous m'en imposez un finalement, parce que j'en ai pas envie, et j'ai la possibilité de réparer tout moi-même. Cela dit, les vélos cool en ce moment, c'est les vélos qui ont tout intégré, tout électronique, tout machin. Et à mon avis, on va aller de plus en plus là-dedans. Et si ça prend pas trop de poids sur le vélo, l'électronique peut apporter, à mon avis, encore plus. Voilà. Là, je lisais quelqu'un dans le chat qui disait, pour ton système mécanique de preset, peut-être, tu sais, position 1, position 2. Ah oui, mais complètement. Le problème, c'est que si ça tombe en panne, c'est vrai que, là, non, mais après, on a un mode manuel, quoi. Tu sais, tu peux tomber en panne à vélo, et même en mode manuel, c'est chiant, tu vois. Donc, si tu raisonnes, à partir du moment où quelque chose est fiable, quand les transmissions électroniques ont commencé à arriver à vélo, c'était la première chose qu'on avait comme réflexion. Ah oui, mais si ça tombe en panne, il y a de batterie, on est baisé. Et au final, à force d'utiliser sur des dizaines de milliers de kilomètres, on s'est rendu compte que il y avait pas de merde quand il pleut, pas de merde quand il fait froid, pas de merde quand il fait chaud. En fait, le truc, c'est tellement fiable, tellement plus réactif, tellement plus efficace, et même c'est presque des fois plus léger pour certains systèmes. Mais en fait, tout est mieux électroniquement parlant, sauf quelques petits désagréments subtils. Enfin, pourquoi ne pas passer intégralement sur des systèmes comme ça? Beaucoup de gens ne réparent pas eux-mêmes aussi. Hein, donc, ouais. Quand bien même tu auras une couille, câble apparent ou pas, tu le dégages. Donc. C'est vrai aussi. Enfin, tu le dégages ou tu l'emmènes chez un réparateur agréé. Quoi. Changer une chambre à air, c'est à portée de tout le monde quand même, ça va. Flemme. Tu avais une question peut-être? Ah non. Vous voyez réagir, ton body language. Non, tout va bien. La vision périphérique, pas du tout, il se grattait. Très bien. La nouvelle 408, 22 juin. Oui, c'est tout. Voilà, t'as tout dit. Si ce n'est qu'on a quelques images des fuites. Tu sais, souvent, on voit circuler sur le périph' ou ailleurs des véhicules qui sont bariolés avec des peintures qui n'ont aucun sens. Tu dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Avec du vieux stickage horrible. Voilà, en fait, le but, c'est justement que le stickage soit horrible pour que tu n'arrives pas à vraiment bien distinguer la forme du véhicule, voire même, parfois, le stickage recouvre une partie des feux et des aérations pour que vraiment... comprennent rien à la bagnole, quoi. Tu peux regarder les photos d'après, parce que ça, c'est une vision d'artiste. Voilà, et ça, c'est ce à quoi on devrait avoir le droit quand on verra vraiment le véhicule. Là, ça fait vraiment horrible avec le marquage. On l'avait vu sur les monoplaces en Formule 1, avant qu'ils dévoilent leur nouveau châssis. Donc c'est difficile de distinguer quoi que ce soit. Et tu vois, ça recouvre les feux, ça recouvre tout. En fait, il a juste un petit trou juste pour voir quand le truc freine ou quoi, et terminé. Tu vois rien en fait.
Donc, hâte de voir l'annonce qui sera faite. Donc, on l'a dit, le 22 juin, c'est bientôt. Évidemment, on vous montrera les images officielles quand ce sera disponible. Pour le moment, Ouais. par des vues d'artistes, on n'a pas grand-chose. Donc, ce qu'on sait, parce que les gens disent encore un SUV. Oui, bon, c'est vrai. C'est un crossover familial façon coupée, basé sur la plateforme de la 308 actuelle et des modèles cousins de chez Citroën et DS. Voilà. Bon, à part ça, comme tu disais, là, on peut que attendre. Assez emballé, je la trouve jolie du peu qu'on voit. Oui, après, j'attends de voir vraiment la version finale et puis surtout l'intérieur. Moi, aujourd'hui, une voiture, j'achète l'extérieur, certes, mais surtout l'intérieur. Qu'est-ce que tu attends de l'intérieur? Ce spoil chez Peugeot va voir juste l'intérieur de la 3008 ou de la 308 et puis tu auras l'intérieur de la 408. C'est le vraiment cockpit aussi 3D partout. Quel espace G c'est ça. pour les passagers, quel équipement à l'arrière, parce que probablement c'est un véhicule où tu vas avoir un peu plus de confort pour les passagers. Voilà, c'est plus ça que j'attends de voir si t'en as pour ton argent, quoi. Ouais. En tout cas, elle a l'air plutôt jolie. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus sur des voitures de ce gabarit. Modèle 3 tiers. Au grand désespoir, à la grande tristesse de Ken. Je pense que c'est une véritable connerie. Plus les voitures se grossissent, s'élèvent, s'alourdissent, moins elles sont efficaces sur la route, plus c'est débile en fait. Et les gens veulent du confort. Esthétique. Mais les gars, t'avais du confort. T'avais du confort en 2 chevaux Citroën. C'était pas une voiture SUV surélevée. Il suffit juste de bien branler ton système d'amortissement et le confort intérieur. Ne serait-ce que pour. On en a déjà parlé. S'asseoir dans ton véhicule, en sortir quand t'as mal au dos, quand t'es vieux, quand t'as des enfants pour les mettre dans le siège arrière. Comment etc. on faisait avant, avoir les gars? Un véhicule qui est surélevé. On avait plus de problèmes de dos au début des années 2000 ou dans les années 90, non? Ouais. Arrêtez, je suis pas sûr. Les gars, y a pas, juste pour pas avoir à se baisser un tout petit peu. On est des merdes. Un tel gâchis. En plus, c'est souvent plus cher, ça coûte plus cher entre. Bon, bref, ça m'énerve. Et tu l'as lancé ça offre moins de plaisir de appuyer sur le conduite. bouton. C'est vrai, ça me touille direct, je comprends pas. Ça te touille direct. En vrai, je comprends, mais je trouve ça débile. Effectivement. Bon, on a un invité, les amis. Oui. Du coup, je vous interromps un petit moment puisque Romain de Beltoise est avec nous. Est-ce que tu nous entends? Il est là physiquement. Oui. Il est là, physiquement and mentally. Voilà. Bien sûr. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est mieux que Vémuscol. Bah ouais, c'est carrément mieux. Alors, bonjour. Romain Salut. de Beltoise, merci d'être venu jusqu'à nous. Tu es Chief Operating Officer chez Beltoise e-Technology. Raconte-nous en quoi ça consiste. Alors, déjà avant de parler de moi, je vais parler surtout de Beltoise. Beltoise e-Technology, c'est plus intéressant, c'est plus marrant. Déjà, petite question, est-ce que le nom Beltoise vous parle? Pilote. J'ai déjà entendu parler. Anthony Beltoise. Alors Anthony Beltoise, ouais, effectivement, qu'on voit tous les dimanches sur Automoto. Celui qui a le métier sympa d'essayer des bagnoles et de les mettre en traviole sur les circuits pour voir comment ça réagit, ça c'est cool. Mais avant, effectivement, c'est un ancien grand pilote, Jean-Pierre Beltoise, donc le papa d'Anthony et le papa de Julien, avec qui je travaille et qui a créé Beltoise e-Technology. Alors pour le situer, les jeunes générations ne le connaissent pas. Voilà, on voit une image. Un grand pilote, moto d'abord et Formule 1 ensuite. Il a quand même gagné le Grand Prix de Monaco en 72. C'est pas mal, voilà. À l'époque où en plus fallait en avoir pour piloter les engins qu'on appelait déjà des F1. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a en plus gagné le Grand Prix sous la pluie, un déluge monstre. Il n'avait pas la meilleure voiture. Bref, c'est un nom qui incarne quelque chose en sport auto, qui a incarné à l'époque le renouveau du sport automobile français. Et moi, je travaille avec Julien Beltoise, donc son plus jeune fils, qui a à peu près une quarantaine d'années, qui a été pilote lui-même dans les années 90-2000 en Formule 3, Formule Renault. C'est vraiment une histoire de famille, quoi. Exactement, c'est une histoire de famille. Et du coup, Julien, depuis une dizaine d'années, voilà, là on voit la BRM sur laquelle il a gagné le Grand Prix de Monaco. À Monaco, là, c'est bon. Ça doublait pas mal, ouais. En plus, il a gagné avec châssis, pas les mêmes châssis, pas les mêmes moteurs, pas les mêmes pilotes. Et c'était d'ailleurs, on a fêté, comme c'était en 72, les 50 ans de sa victoire ce week-end. D'ailleurs, il y a eu quelques documentaires là-dessus. Et donc, Julien, son plus jeune fils, exploite 2 circuits en France. Le circuit Jean-Pierre Beltoise, que vous connaissez peut-être à Trappes, à côté de Paris. À Trappes et circuit de Haute-Saintonge. Exactement, le circuit Jean-Pierre Beltoise de Haute-Saintonge, à 40 km à peu près au nord de Bordeaux.
là où se situe d'ailleurs le siège de Beltoise e-Technologies. Et en gros, d'où vient cette idée un peu folle de fabriquer des voitures de course électriques? Parce que c'est ça le sujet, c'est ça Beltoise e-Technologies, c'est des voitures de course électriques et c'est une marque, la marque Beltoise. Donc l'idée, c'est que Julien, il exploite des circuits et il s'est rendu compte que sur les 2 activités phares des circuits automobiles, qui sont la compétition, bien sûr, les courses, les meetings qu'on connaît, mais aussi tout ce qu'on ne voit pas sur beaucoup de petits circuits, parce qu'en France, il y a à peu près une 40aine, une 50aine de circuits, et tous ne sont pas comme Le Mans ou le Castellet à vivre de gros événements. Et la plupart vivent d'événementiels, d'entreprises, de stages de pilotage, de cours de pilotage, d'école. Et Julien, donc, lui, qui exploite ces circuits et qui a une bonne visibilité sur ces 2 activités-là, s'est rendu compte qu'il y avait une perte de vitesse, évidemment. Alors là, je vous parle de ça, on est en 2014, 2013. Donc il a demandé à ses clients pourquoi il y avait moins de circuits, pourquoi moins de personnes venaient rouler sur circuit, pourquoi les entreprises venaient plus. La réponse paraît évidente en 2022, mais en 2013, 2014, ça l'était pas. Les entreprises voulaient plus venir faire vroom vroom sur des voitures qui polluent, associer leur image à ce genre d'activités qui sont pourtant très fun. Et à l'époque, Julien a dit OK, mais quid de si on le fait avec des voitures électriques? Alors là, tout le monde a dit OK, super, génial. Allons-y, banco. Il a essayé avec des Tesla, avec des Porsche, avec des Golf à l'époque. Excusez-moi, pas des Porsche. Et il s'est très vite rendu compte que une Tesla, c'était du super caisse, super perfo, mais que c'est pas des voitures de course. Voilà, ça pèse plus de 2 tonnes. Ça se met en sécurité très vite parce que c'est des batteries type autonomie. Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire. Donc il s'est dit, moi j'ai un nom. Et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage un gars qui s'appelle Frédéric Vasseur. Alors Frédéric Vasseur, vous connaissez peut-être, c'est le patron d'Alfa Romeo F1 aujourd'hui, le team principal, mais qui était le team principal de l'écurie dans laquelle Julien Beltoise était pilote de F3. C'est vraiment une histoire d'humain, tout ça. Et ce gars-là, Frédéric Vasseur, au-delà de toutes ses réussites extraordinaires dans le monde de l'automobile et du sport auto, a créé une marque, une boîte qui s'appelle Spark Racing Technology. Alors Spark Racing Technology, vous ne connaissez pas forcément cette marque, mais c'est ceux qui fabriquent les Formula I, les fameuses Formule 1 du championnat du monde de Formula I. Voilà. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a les bases communes, il y a à peu près 60-70% de la voiture, je ne veux pas dire de bêtises. C'est la même voiture, d'accord. Voilà, c'est presque une formule monotype maintenant, même s'il y a des marques, et de plus en plus les marques ont du pouvoir de décision. À la base, sur les premières générations, c'était vraiment une formule monotype. Donc Julien en a parlé à Fred en disant je veux créer la marque Beltoise, faire des voitures électriques. Toi, tu as des ingés qui sont les meilleurs du monde en sport auto électrique. Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Donc on s'est associés, on a monté Beltoise e-Technologies, qui est associé à Spark Racing Technology, et on a lancé l'activité de développer ces voitures de course. Alors l'objectif de cette voiture, c'est de répondre aux 2 exploitations. Vous l'avez bien compris, il y a l'exploitation compétition d'une part. Et l'exploitation loisir. Loisir, exactement. Loisir ou école de pilotage, comme on préfère l'appeler, stage de pilotage, parce que l'idée, c'était de répondre à cette exploitation très, très spécifique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, une voiture de stage de pilotage, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, vous voyez comment ça se passe. Il y a une vingtaine de personnes qui viennent la journée, qui viennent rouler. Ils sont à peu près 4 par voiture. Donc la voiture, elle est en permanence en exploitation, toute la journée. C'est-à-dire qu'elle va rouler. Au moment où le pilote va changer, le stagiaire va changer, elle passe au stand. Et nous, on utilise ce moment-là pour recharger la voiture. Et on ne va pas rentrer dans le détail techno, surtout que je ne suis pas ingénieur du tout. Mais les batteries, vous le savez, ça roule, ça chauffe, ça se recharge, ça chauffe. Donc nous, on fait face à des batteries qui chauffent toute la journée. Et ça, c'était très compliqué. Donc on a dû répondre vraiment à cette exploitation, puisque finalement, de l'autre côté, faire une voiture de course électrique efficace qui fait des courses de 30-40 minutes, entre 20 et 40 minutes comme on veut le faire, c'est dur. Il fallait que la voiture soit performante, soit sympa, mais c'est jouable. En revanche, répondre à la première exploitation, ça, c'était très compliqué. Et on est les seuls au monde à savoir le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, on a créé cette première voiture, la Beltoise, puisque toutes les marques, toutes les voitures seront commercialisées sous le nom de Beltoise, et c'est la fameuse Beltoise BT01. Alors je crois je ne sais pas si on a des vidéos ou quelque chose, mais on a vraiment essayé de développer une voiture qui répond à ces 2 activités, mais qui montre aussi qu'on peut vraiment se marrer avec de l'électrique. Une voiture fun, une voiture puissante, voilà, ça c'est le... Qui du coup répond aux problématiques des gens qui ont peur du côté polluant, bruyant, etc. Exact. Ça répond à ça aussi, quoi. Alors soyons pragmatiques, on reste sur des voitures avec des batteries lithium-ion. Pour l'instant, on est encore au début. En revanche, on a vraiment fait une voiture qui représente ce qu'on a envie d'incarner demain, à savoir une voiture qui répond aux problématiques de l'environnement, aux problématiques aussi d'exploitation de tous les circuits. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le circuit d'Albi, qui est menacé de fermeture à cause des problématiques de nuisance sonore. Nous, on répond à ces problématiques-là, tout en proposant aux pilotes quand même quelque chose de très très fun. Tu as une idée des proportions du véhicule là au niveau taille, ouais, on est vraiment sur du GT4 dans l'idée. Donc là, elle fait à peu près 4,50 m de long. C'est quand même une grosse voiture, une vraie voiture. Ça va. Mais c'est légère, elle fait une tonne. Elle fait une tonne. Une tonne. Difficile de passer en dessous avec le poids des batteries. Donc il y a du carbone quand même alors dessus. Il y a du carbone, bien sûr. On est sur une vraie voiture de course. C'est vraiment. Alors là, c'est Anthony Beltoise qui essaye pour la première fois la voiture à l'époque. Je sais pas si on laisse la vidéo ou si on. On peut tout laisser. Vas-y, continue.
Et C'est une magnifique transmission de leur héritage quand même. exactement. Il y a l'héritage. de faire ça. Et pour les jeunes Beltoises, c'est extraordinaire de se dire que ils prolongent effectivement le nom de Jean-Pierre Beltoise, qui est malheureusement décédé en 2015, et créer cette marque, c'est extraordinaire. Alors c'est la première. Cette voiture-là et les perfos qui sont annoncés dans cette vidéo-là, c'est sur la version école, donc la version stage de pilotage. Donc on a une voiture qui fait à peu près du 3 secondes 8 au 0 à 100, du 210, 220 en vitesse de pointe, ce qui paraît pas énorme, mais finalement sur un circuit, souvent ça suffit, qui se comporte très 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 bien. La 4 secondes, on a amélioré depuis. Et surtout, on est en train de développer, on est en train de finaliser une levée de fonds, un autre tour de table financier qu'on va finaliser pendant l'été, qui va nous permettre de préparer la version course, compétition, sur laquelle, cette fois, donc là on est sur un rapport poids-puissance à peu près donc de 1 tonne 100, comme on disait, avec 400 chevaux, donc 294 kW. Et la version compétition pourra afficher jusqu'à 550 chevaux. Ça va commencer à parler très très fort, avec bien sûr la réponse à toutes les normes de la FIA, de sécurité, tout ce qui va bien. Et ça va être une vraie bête de course. L'idée étant, à terme, d'inonder le marché du stage de pilotage partout dans le monde avec cette voiture, cette version stage de pilotage là, qui en plus a tous les agréments parfaits pour une progression, c'est-à-dire que du détail, mais dans la voiture, on peut faire évoluer la puissance de la voiture au fur et à mesure de la journée pour que le stagiaire commence. Ça c'est pratique. Hein. C'est génial. Il y a un contrôle à l'extérieur par l'exploitant. C'est bien sûr une voiture avec la possibilité d'embarquer un moniteur à côté. Donc tout est mis en place pour ça. C'est une voiture qui est plutôt facile d'utilisation. En vérité, vous l'avez pensé pour être facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin de 6 ingénieurs pour la démarrer, quoi, je veux dire. Pour le proto là, un peu. Ouais. Et encore, je vous dis une bêtise parce que même la procédure de départ est pas très compliquée, mais l'idée, bien sûr, c'est qu'elle puisse être exploitée partout dans le monde par tous les exploitants de circuits. D'ailleurs, l'idée à la base était de vraiment dire aux gens qui exploitent des circuits, les gars, vous inquiétez pas, on va pas révolutionner tout ce qui est en place. Vous allez reprendre votre exploitation actuelle sur les circuits, changer une voiture électrique thermique par une voiture électrique et ça va marcher. C'était ça la problématique. C'est pour ça qu'on a eu du mal à faire de la R&D, qu'on a mis du temps à travailler dessus, que les ingénieurs de Spark se sont arrachés les cheveux pour sortir une voiture. Et on a et aussi avoir une gueule un peu sympa. Elle a une gueule d'Aston Martin quand même, on va pas se mentir. On nous dit souvent ça, soit Aston, soit un petit peu Panos, parce qu'elle a un long nez. Ça, c'est la configuration des batteries et l'architecture de l'intérieur de la voiture qui veut ça. Mais on nous a rarement dit, en tout cas, Renault Scénic ou Dacia, quoi. On nous a plutôt comparé des trucs un peu sympas. C'est vrai. Donc, c'est quoi le tarif pour faire un stage là-dedans ? Alors, le tarif pour faire un stage ne va pas beaucoup changer par rapport à ce qu'il y a en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un stage coûte à peu près 750 € par personne. Alors, je parle d'un stage complet, stage où il y a 10 ou 12 roulages dans la journée. Tu en fais le matin, l'après-midi, tu as un monitoring, du coaching, tu analyses tes acquis. Vraiment, on est sur un vrai stage. Là, on va peut-être être autour de 900. L'objectif est de rester en dessous des 1000 €, donc de rester dans un marché très très cohérent par rapport à ce qui est déjà en place. Le prix de vente de la voiture, même si ça va être généralement acheté par parc, parce que les exploitants de circuit achètent par parc, on sera autour de 150 180 000 €, ce qui n'est pas déconnant finalement par rapport au marché. Une voiture de course, non, c'est pas si déconnant. Voilà. Par contre, la version compétition, elle, qui répond aux normes FIA, qui répond à tout ça, elle sera beaucoup plus autour de 250 000 €, mais ce qui n'est pas déconnant non plus. J'allais dire, j'imagine qu'elle a la particularité d'être peut-être plus facile à réparer s'il y a le moindre souci dessus par rapport, tu parlais de Tesla tout à l'heure, quand tu as ce genre de véhicule de série, quand tu as un souci dessus, tu n'as peut-être pas les mains sur tout. Alors que là, c'est peut-être plus facile à démonter, plus facile à chercher. On ne dirait pas comme ça, mais c'est 2 monoblocs qu'on peut enlever, accéder à la voiture direct. Les ingés sauront bosser là-dessus. Il y a bien sûr de la formation à faire. Vous avez chiffré à peu près les économies que peuvent faire les circuits sur l'exploitation d'une flotte complète de la Beltoise, que ce soit en carburant, que ce soit en entretien de manière générale, qui doit être quand même moins important sur des véhicules comme ça. Ça fait faire des économies finalement au circuit au bout d'un moment. Oui, vraiment. Alors c'est difficile de répondre. Je peux pas donner de chiffres précis. Ça va dépendre des circuits, du type d'exploitation. Toute la journée, tout quand même. Ça roule toute la journée. Donc du coup, on comprend vite que des gars qui mettent de l'essence dans la voiture, déjà ça consomme. On a essayé d'être sur des composants qui répondent à cette problématique d'usure. C'est-à-dire que là, on a travaillé avec Michelin. On est sur des pneus qui sont finalement des pneus encore typés route. Pour éviter, on va pas mettre des pneus slick là-dessus. C'est pas le but sur la partie stage. Donc j'ai pas de réponse précise à apporter, mais en tout cas, l'économie est monstrueuse et au bout de 1 ou 2 ans d'exploitation de la voiture, le rapport est phénoménal, même par rapport à une Caterham, par exemple, qui va coûter que 50 000 €. Oui, j'avoue. Qui ne sont pas dans les mêmes budgets.
On va très très vite pour le circuit. Elle est donnée pour combien de kilomètres maximal de roulage la voiture? C'est pas en kilomètres, c'est en durée de vie de la batterie. Durée de vie de la batterie. Donc là, nous, quand on commercialise la version stage, on s'engage à 3 ans de durée de vie de batterie. Ok. Donc, ce qui est quand même pas du tout négligeable. Sachant que derrière, une batterie, ça se change sans avoir besoin de changer toute la voiture. C'est vrai, c'est pratique. Donc les gars, ils n'ont pas racheté des voitures après. Ouais. Même si on va vite sortir des BT02 et BT03 et on espère qu'ils en achèteront d'autres derrière. Et pour la version compétition, l'objectif, c'est de faire des courses monotypes. Vraiment comme on a sur l'Alpine Cup ou la Porsche Cup. C'est vraiment ça le créneau. On est en train de discuter pour mettre en place des compétitions dès 2024, 2025. C'est encore un petit peu de temps, mais il y a encore de la R&D à faire. Mais quand on discute avec des promoteurs ou même des pilotes qui ont essayé la voiture, tous la trouvent géniale à conduire. On a hâte d'essayer la version compétition. Et je pense qu'en plus, aujourd'hui, créer un Beltoise e-Trophy, c'est pas déconnant avec le besoin d'évolution et montrer sur les circuits que ça va dans le bon sens. Alors pourquoi avoir fait le choix du lithium-ion pur plutôt que de la pile à combustible pour vos véhicules? Parce que pour l'instant, c'est la seule techno qui permet de répondre aux deux problématiques que vous avez exposées. On parlait tout à l'heure, vous parliez de l'H24, un projet extraordinaire. D'ailleurs, on a une super photo sur Facebook où les deux voitures sont côte à côte à Pau pour une démo. Tu l'as dit, pour les courses d'endurance, il n'y a que l'hydrogène pour l'instant qui va marcher. Pour des courses sprint, c'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, vraiment, pour répondre à la problématique stage de pilotage, c'était très compliqué. En revanche, nous, la logique de la marque Beltoise, c'est pas s'arrêter à l'électrique. On n'est pas spécialement un fabricant de voitures électriques. Bien sûr. On est un fabricant de voitures de course propulsées par énergie renouvelable. N'importe quoi volontairement. Si dans 10 ans, on sait faire des voitures propulsées à pile de maïs, qui marchent à pile de maïs, j'en sais rien, n'importe quoi, on le fera. Voilà, c'est ça la logique. Alors on a pas mal de questions dans le chat, j'en ai juste une pour toi. Tu disais que justement c'était peut-être une planche de salut pour ces circuits qui du coup sont menacés comme celui d'Albi, notamment pour nuisances sonores. Est-ce que les régions peut-être ont fourni de l'aide d'un point de vue financier? Complètement. Alors nous, comme on l'a dit, le siège se trouve sur le circuit de Haute-Saintonge, donc en Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine nous a, la fameuse photo avec les deux voitures côte à côte. Ah, magnifique. Ah là là. Ouais, c'est sympa, c'était sympa. La région Nouvelle-Aquitaine nous a aidés dès le début. Alors, ce qui est extraordinaire, on a un nom, Beltoise quand même, un gars qui sait de quoi il parle, il connaît le marché. Mais au début, on y a été avec notre idée, nos slides et notre couteau, excusez-moi du terme. Mais les gars nous ont cru, ils nous ont dit en face, c'est une super idée, génial, vous allez créer des emplois, vous allez probablement sauver d'un écosystème parce qu'un circuit, c'est des environnements, c'est des hôtels autour, des restos, plein de choses qui vivent. C'est à peu près une centaine d'emplois générés autour des circuits. Pour eux, c'était passionnant de développer ça. La BPI nous a suivis aussi. Et sans ces deux institutions-là, on ne serait pas là. Et il y a aussi une bande d'investisseurs un peu fous, Michel, Christian, des gars comme ça, qui connaissent Julien, qui nous connaissent et qui nous ont dit votre truc, ça m'intéresse. Vous êtes complètement tarés à aller faire ça, mais nous, on est tarés avec vous et on va y aller. Donc, sans eux, on ne serait pas là. On a quand même levé 1 million d'euros pour faire la R&D de cette voiture. Ensuite, là, comme je vous disais, on ouvre le capital pour passer maintenant d'un mode start-up et un mode proto à un mode on commercialise et on vend, ça y est. Tu parles un petit peu d'argent, là. Il n'y a pas des projets de jeux NFT Si. Alors, la logique, effectivement, merci pour la transition, c'est de faire de cette marque... NFT, ça peut vite devenir un gros mot. On est d'accord. La logique, c'est que nous, on ne fait pas de NFT en tant que tel, c'est-à-dire qu'on n'est pas fabricant de NFT, on n'est pas dans le métaverse spécialement en tant que Beltoise, qu'acteur. Mais aujourd'hui, la logique de cette marque, c'est quand même d'incarner le racing 2.0, vraiment le renouveau du racing. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous m'invitez sur cette émission sur Twitch. C'est génial, je suis super content de pouvoir parler à l'audience de Twitch, parce que on veut dépoussiérer un petit peu ce marché qui est quand même pour l'instant pour beaucoup réservé aux gentleman drivers, aux mecs de 50, 60 balais qui ont du fric. Ça, c'est vrai. Voilà. Et nous, on veut que la marque Beltoise, elle incarne un renouveau là-dedans. Donc ça passe bien sûr par une transition énergétique, passer par l'électrique, mais aussi par le gaming, par exemple. On a intégré la voiture sera intégrée dans Asphalt, par exemple, que vous connaissez. Donc c'est sympa. Elle est déjà dans un jeu développé par Zetani Digital Studio qui est sur portable GT Manager, qui est un petit jeu de management de voiture. Et effectivement, dans cette logique de présenter quelque chose de nouveau, de novateur, on s'est dit que le Web 3, fallait y aller. The Sandbox nous a approchés, on a discuté avec eux, on a fait des NFT sur The Sandbox. Okay. Voilà. Français Sandbox, non? Français, en plus. C'est un des plus gros métaverses du moment. Et aujourd'hui, même si on sait que c'est touchy, on s'est amusé à faire des NFT de la Beltoise sur The Sandbox. Là, on voit, on a été lancé en même temps que AC Cobra. C'est une présence, c'est une manière surtout de communiquer au monde entier en disant le racing, c'est pas que sur du circuit, c'est pas que des mecs qui s'amusent à rouler, c'est aussi tout un environnement. Et à terme, on est en train de discuter pour avancer sur des jeux comme Forza ou Gran Turismo, voilà, ou bien sûr Assetto Corsa Competition pour faire du e-sport.
Et la logique, c'est le NFT gentillet, quoi. c'est le NFT tranquille. Oui, voilà, on n'est pas parti sur quelque chose de compliqué. Et vraiment, la logique, et d'ailleurs, on en discute avec des promoteurs et on en rêve, c'est peut-être de lancer les premières compétitions hybrides avec des gars qui sont à la fois des pilotes en réel. Imaginons que nous deux, on a un équipage. Moi, je suis le pilote réel. Toi, tu es mon équivalent en e-sport. Et les deux courses se passent en parallèle. Et notre équipage, il a le nombre de points en fonction de nos résultats. Voilà, quelque chose comme ça. On veut vraiment amener le sport auto dans son temps. Et le moderniser bien comme il faut. Et putain, c'est bien, hein, c'est hyper cool. Du coup, moi, je me demandais, quand tu parlais de pilotes, etc., est-ce que vous avez déjà des noms de personnes pour leur faire essayer? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont intéressés, peut-être du milieu aussi? Bien sûr, il y a beaucoup de pilotes qui sont passés. Alors déjà Anthony, qui a essayé la voiture, qui est quand même un pilote GT4. On a pas mal de pilotes ou de pilotes essayeurs ou de journalistes qui sont venus essayer la voiture, des pilotes officiels. On a même Karun Chandok, par exemple, ancien pilote F1, qui est venu pour faire le tournage de Fifth Gear, une émission anglaise, qui a essayé la voiture et qui l'a trouvé géniale. Trop bien. Donc ça, c'est top. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission sur notre site. Après, pour la partie compétition, c'est encore prématuré. Pour l'instant, on discute avec des promoteurs pour mettre en place le concept de compétition monotype. Il n'y aura pas de blocage. Et derrière, ce sera charge aux promoteurs ou aux écuries, et en fonction de leurs sponsors, de mettre des pilotes dedans. Ok, je regardais dans les dernières actus, je voyais qu'une flotte de 7 beltoises était en préparation pour 2022. On en est où à peu près? Alors, ça va dépendre de la finalisation du tour de table financier et de la levée de fonds. L'idée, donc, sera plutôt exploitée sur 2023. D'accord. Et l'idée, cette version-là de cette voiture, c'est la version stage de pilotage. C'est de faire une exploitation, nous, sur les circuits que Julien exploite, de cette voiture école et de montrer au monde entier. Il y a déjà fait beaucoup de marques d'intérêt. Il y a beaucoup de circuits du monde entier qui s'y intéressent, aux États-Unis et aussi aux Émirats Arabes Unis. J'étais surpris. Mais à Abu Dhabi, par exemple, parce qu'en fait, même si là-bas, ils sont pas encore électriques. C'est Petrolland, mais ils s'intéressent à tout. De toute façon, ils s'ennuient très vite de ce qu'ils ont. C'est exactement ça. Et puis finalement, ils ont les mêmes clients que nous. C'est-à-dire que les gars qui vont rouler sur Abu Dhabi, c'est Google, c'est Microsoft, et qui eux aussi veulent associer l'image à l'électrique. Donc tout ça, on se retrouve avec une situation vraiment fun. Donc cette première voiture, c'est pour montrer au monde entier que on vous l'a annoncé, vous avez essayé le proto, maintenant regardez, ça marche aussi en exploitation stage. Et derrière, en parallèle de cette voiture, on va sortir la version compétition. Alors, question toute bête, mais est-ce que, par exemple, un stage de pilotage en France, c'est le même à Dubaï? Typiquement, je vois qu'il y a des arrangements au niveau de la voiture, une molette directement dans le tableau de bord qui permet de passer de 25 chevaux en 25 chevaux. Exact. Est-ce que ce sera linéaire sur toutes les flottes à travers le monde ou vous allez faire des ajustements selon les pays? On est parti sur ce principe-là pour des raisons de coût. Maintenant, encore une fois, c'est des voitures électriques sur lesquelles on peut s'amuser, on peut modifier pas mal de choses. Donc après, il y a toujours une demande. Et si les gars nous demandent de refaire une voiture et de repartir à zéro, bien sûr, c'est pas le but. Ça se discute. Si c'est de l'exploitation ou de la petite variation pour répondre à une exploitation très précise de telle ou telle demande, on s'adaptera évidemment. On reste aussi des commerçants. Quelques questions niveau fabrication de la voiture. Ça se passe comment? Tout est fabriqué en France? Vous avez plusieurs fournisseurs ailleurs. Les batteries, par exemple, sont fabriquées où? Alors, les batteries, c'est un vrai sujet. Nous, on veut faire du cocorico. C'est-à-dire que Beltoise, aujourd'hui, on veut que ce soit une marque française qui incarne le renouveau du sport français. Spark, Racing Technologies, c'est une marque française, c'est une boîte française. Pour le proto, on a utilisé des batteries issues de la Formule I, puisqu'il y a quand même à peu près 30% de R&D en commun. On est sur la batterie Williams. Donc, ça reste européen, c'est anglais. C'est Williams Engineering. En revanche, on est en train de discuter avec d'autres fournisseurs pour la partie commercialisation. Et si on peut travailler avec des producteurs français de batteries, ce serait bien sûr extraordinaire. C'est l'objectif. L'objectif reste d'être le plus cocorico possible. Et pour tout ce qui est châssis, conception, carbone, français. D'accord, très bien. Français et toujours pareil. Alors là, les 7 premières vont être fabriquées directement dans les locaux de Spark, puisque nous, nos locaux ne sont pas encore prêts. Il y a un petit peu d'inertie avant de fabriquer, d'avoir un lieu de prod à part. Il y aurait d'autres typologies de véhicules à l'avenir. Pourquoi pas des karts, même des vélos? J'avoue, les cartes, les petits exploitants, ils sont déjà passés aux cartes électriques depuis pas mal de temps, justement pour répondre exactement aux mêmes problématiques que moi. Il y a beaucoup de circuits qui sont c'est très fun. Mais pour le moment, c'est encore très. Tous les circuits que je fais, c'est toujours comme ça. C'est les tondeuses. Complètement. Alors, il y a beaucoup de circuits qui y sont passés. Et d'ailleurs, c'est très très marrant. Alors, attention, c'est un petit peu différent au niveau pilotage, parce qu'un kart, on a tendance à mettre des petits coups de rein, tout ça. Là, si tu mets le coup de rein, le rein, il reste en place. Le kart, il fait quand même 2 fois plus de poids il est lourd. Il est lourd. Moins de glisse. Voilà, mais c'est vachement fun. Pourquoi pas? Nous, on a 2 logiques au-delà de la voiture elle-même et au-delà de toute l'image de marque dont on parlait. C'est de faire du sport auto au service de la mobilité. Donc nous, on est plutôt positionné aujourd'hui sur utiliser ces voitures comme un laboratoire pour la mobilité. Vous savez aujourd'hui que le 80%, alors j'exagère, mais 70% des innovations du monde de l'automobile sur la voiture de monsieur et madame tout le monde viennent du sport auto. Bien sûr. Oui, c'est vrai. ABS, KBS, tout ça. Nous, on est dans cette logique-là. Jusqu'à dans les années 2000, les deux mondes étaient très corrélés.
le monde du sport auto était vraiment un laboratoire puisque c'était la perfo et la sécurité. Depuis que la voiture de tous les jours est partie plutôt sur l'écologie, le sport auto est en retard et joue moins ce rôle-là. Donc nous, on veut vraiment incarner ce rôle-là via de la donnée, diffuser et fournir de la donnée aux constructeurs pour faire améliorer et faire progresser la mobilité électrique au sens large. Ça, c'est l'objectif. Après, se positionner sur d'autres marchés, la moto par exemple, des choses comme ça, il y a plein de startups qui sont notre équivalent dans ces marchés-là. Restons dans nos savoir-faire. D'accord. Par contre, on nous demande souvent est-ce qu'à terme, on veut mettre une belle toile sur la route Ouais, dans un rêve fou, pourquoi pas, ouais. McLaren l'a fait, a commencé par le sport auto. C'est vrai, c'est vrai. Si on le fait, ce sera des supercars, c'est clair, on ne sera pas sur de la Clio, on ne sera pas sur tout ça. Mais dans 10-15 ans. On commence par de la voiture un peu exclusive. Exact. Si ça marche bien. C'est pas notre marché, on l'a même pas budgétisé dans les BP, mais si ça marche et que la marque beltoise résonne bien, pourquoi pas s'amuser. Vous iriez sur le terrain d'Alpine, du coup, parce que c'est là vers où ils veulent aller. Exact. Après, est-ce qu'on ne travaillerait pas avec eux? Il y a des choses comme ça. Nous, on est ouverts, au contraire. Pas dans l'affrontement. Alpine nous connaît, et donc on connaît Alpine, donc tout le monde discute ensemble. Et d'ailleurs, Alpine est aussi dans cette logique. Alpine veut aussi être présent sur le e-sport aussi. Il y a des courses avec Binance, ils ont sorti quelque chose sur Assetto Corsa. Voilà, c'est des marques, je pense. Alors, c'est extraordinaire quand on s'associe à Alpine et avec toute l'humilité du monde, on ne peut pas s'associer encore à une marque comme ça, mais où Alpine ouvre le chemin qu'on veut prendre en disant le sport auto, la voiture, la mobilité, tout ça, ça peut être très très fun, les gars. Et avec une voiture de course, franchement, j'ai eu la chance de la piloter plusieurs fois, la beltoise, c'est génial. Et pas mal de pilotes ont l'inquiétude de se dire, ouais, mais l'électrique, je perds mes repères. En fait, pas du tout. Il y a du bruit dedans, il y a du comportement qu'on retrouve sur une voiture thermique. Et franchement, personne s'est dit, ça me plaît pas. Faut changer les habitudes, quoi. Un peu moins de talon-pointe, quoi, quand même. Un peu moins de talon-pointe, en l'occurrence, oui, précisément, parce que là, elle est automatique. Mais d'ailleurs, il y a une boîte de vitesse ou pas sur la beltoise? Oui, mais c'est auto, c'est géré, c'est d'accord. Mais il y a quand même quoi, 2 rapports, 3 rapports? On peut aller de 2 à 4. De 2 à 4 rapports, ok, d'accord. Et donc tout à l'heure, les perfos qu'on annonçait. Voilà, il y a du bruit. Alors, oui, il y a du bruit, oui. Je suis le premier à regretter le bon bruit d'un V10, d'un V8, d'un V12. Mais ne regrettez pas. Si on aime la planète, mais et les voisins, et surtout, je vais plus loin. Je pense que si on veut continuer à pouvoir rouler avec des monstres thermiques sur le circuit, il faut aussi avoir des produits comme ça pour apporter de la compensation. Exact. Totalement. Alors moi, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il y a un monde où on pourrait envoyer, par exemple, Maxilda, ou Ken, ou Franck, ou même Junpei, qu'on embrasse, venir tester, ou la régie, pour venir la tester carrément sur le circuit Attrape. Le rendez-vous est pris. Alors, plutôt à Bordeaux. Plutôt à Bordeaux. Plutôt à Bordeaux. Plutôt à Bordeaux parce que pour 2 raisons très simples. Déjà, le siège et la voiture est là-bas. Ok. Plus simple. Logique. Et même si on la déplace très régulièrement, on sera d'ailleurs le 6 juillet, il y a l'ITCR qui se passe à l'Anneau du Rhin, on sera présent là-bas aussi. Mais aussi le circuit de Trappes, je ne sais pas si vous avez déjà roulé. Le mur, les barrières. On prend moins de risques à Bordeaux, le circuit est un peu plus safe. Et voilà, mais avec plaisir, au contraire, avec grand plaisir. C'est génial de streamer ça et de faire. Ah ouais, on peut monter quelque chose avec grand plaisir. C'est super. En tout cas, le chat est unanime, super communication. Même sur les NFT, il y a eu 2 grimaces en mode ah ouais, mais en même temps, c'est moderne. Donc, incroyable, un discours rodé. En vrai, c'est hyper agréable parce que tu vends très bien la marque. On sent qu'il y a de la passion et une vraie volonté aussi de dépoussiérer. Et ça, c'est cool. On veut se positionner dans quelque chose de marrant. Et NFT, si vous trouvez ça éclaté, encore une fois, n'en utilisez pas. Voilà. Oui, c'est ça. Personne ne vous force. Voilà, puis nous, on l'a fait pour positionner la marque. C'est de la communication. Un outil de communication absolument partout. Là, on a sorti un NFT sur The Sandbox, c'est le mois de la diversité. On a sorti un NFT de la voiture multicolore avec le logo The Sandbox. Moi qui m'occupe de la com de la boîte, c'est du pain béni. C'est génial de pouvoir dire beltoise, première marque de racing à rentrer sur The Sandbox. Combien coche des cases. Quand vous sortez ce genre d'éléments NFT, c'est combien d'exemplaires sont disponibles? Là, on a sorti 200. D'accord. C'est très limité. Ouais, il y en a 195 qui sont des versions épiques. Qui volent pas très cher. On n'est pas sur du NFT à 10 000 balles du tout. On est à quelque chose à tour de 50-70 €. Vraiment, c'est quelque chose de tranquille. Et on a sorti des légendaires, une voiture bleu, blanc, rouge, qui elle coûtait à peu près 400 ou 500 €, qui s'est vendue tout de suite d'ailleurs. Ça a été un succès, c'est assez top. Ça peut paraître des prix pour ceux qui sont pas du tout dans le délire assez important, mais pour côtoyer 2-3 gars qui s'intéressent vraiment au truc. J'avoue qu'ils sont énervés. Déjà, si à l'entrée il n'y a pas 3 €, ils bronchent même pas. On vend des singes à des millions. Donc, exactement. Et d'ailleurs, là, la version multicolore sort la semaine prochaine et sera effectivement dans les mêmes prix. Ce sera du légendaire. Il y en aura que 5 aussi. Très bien. En tout cas, bravo. Ce qu'on vous souhaite, c'est une très très grande flotte. Très grande levée de fonds, très grand financement en tout cas. Moi, j'ai hâte qu'on puisse aller l'essayer directement à Bordeaux. Avec et puis on grand plaisir pour faire ça, ouais. Franchement, c'est un très très beau projet. Tu stage de pilotage là.
Ah bah ça, Ouais, ce non, mais serait, ces projets ont du bon et j'espère qu'il y aura d'autres projets comme ça parce que Bien sûr. la Beltoise, elle est formidable, mais rouler sur des Beltoises sur tous les circuits français, ça pourrait paraître. La peut-être concurrence un est peu- super saine sur ce genre Voilà, d'activité. Il exactement. faut qu'on en ait, bien sûr. Il y en a Avoir déjà à- d'ailleurs. Il y a déjà un autre projet qui s'appelle Racing Car Ouais. qui fait une voiture un peu dans l'esprit, sur un projet un peu différent, un positionnement un peu différent, mais ça bouge, le marché Mais c'est bouge, cool. et tant mieux. C'est cool, Ouais. c'est cool. Et ça dépoussière un peu tout ça. Hein. Ouais. Ouais, moi, je connais beaucoup de jeunes, ils n'ont même plus envie de passer leur permis de conduire, ni même de rouler, ni d'apprendre Bien sûr, à faire quoi que ce soit. Donc, Faut le permis. ça peut. Hein Faut le permis. pas spécialement besoin de permis pour rouler. Sur... Oh, j'y serai alors. Il y a pas mal de pilotes. Non, il n'y a pas besoin de Génial. permis. Il y a beaucoup de pilotes de Formule Renault, Formule 3 qui Ouais, ils ont ont moins pas de le 18 permis. ans, ils n'ont pas le permis. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il y en Voilà. a quelques-uns qui galèrent quand ils le passent, c'est assez Ça, drôle. c'est vrai. C'est assez marrant. Faut... Comment C'est ça, mon faut être en dessous de 30 km/h Qui a Comment fait cette ça règle à la con À 20 sur la priorité à droite. Évidemment que tu passes à 90, là, c'est facile. Non, mais voilà, en tout cas, venez l'essayer avec grand plaisir. Montons Trop quelque bien. chose. Et on vous accueillera avec plaisir. Et en plus, on pourra faire un petit baptême avec Julien Beltoise qui est quand même. Oh là là. Ah, des bah, pilotes, c'est et bon, alors entre Il va peut-être me en dire bonne que main. j'aurais pas dû dire ça, mais moi je le dis, on fera un baptême avec Julien Beltoise. Ah, c'est beau. Et l'idée, c'est qu'en plus, sur le circuit Beltoise, il n'y a pas beaucoup plus rapide que lui. Donc, Oui. c'est cool. Le mec, On va en parler. ah ouais, Il non, se on va pas chauffe. faire les malins. On va pas On faire prend les les paris. malins. Moi, je parie sur Julien. Je parie aussi sur Julien. Parie Je t'aime aussi sur beaucoup, Max. Non, mais mais, venez avec grand plaisir. Et Alors, on Xari va dessus, faire ça. surtout. Ah bah, on emmènera toute la clique. On peut se faire un petit trip à Bordeaux. Merci beaucoup, Romain. Merci de votre accueil. On vous Merci à souhaite vous. Merci à le toi. meilleur chez Beltoise pour Merci. la suite. Et puis, bonne continuation. On va suivre ça de très près dans Let's Go. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Une pluie de cœur, s'il vous plaît. Dans Très le intéressant, chat. très, Il a- très bon, intéressant. il gère tout seul. Hein. Je veux Ouais. tout acheter en même temps et essayer. Ouais, mais- Il est très très bon. Il est Je très veux bon, que des intervenants qui gèrent comme ça. Ouais, Ça- tu veux que des intervenants. Bah, je remercie. Ah, y a un jeu, Tu veux ah pas avoir à faire en bah, travail. Ça soit, il fait l'interview tout seul. Il faut faire des écoles de com, alors bah, voilà. franchement, C'est ça. merci à Denis qui a fait la communication et à Pierre qui m'a donné le contact. Il m'a dit j'ai un pote, il fait des trucs dans la course, tu veux. Et des trucs. Ouais, vas-y, envoie. Trop stylé. Et c'est le même qui m'avait envoyé son pote qui avait un bateau. En fait, Pierre devrait C'est les être bons potes, chroniqueur sur Let's Go. Si tu m'entends, Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Faut qu'il c'est vienne. mon agent. Donc, Très bien. Bah oui, bah il est bien. bon, il est bon, il est très bon. Ah, il est bon, il est bon. D'ailleurs, pour l'anecdote, donc Beltoise, le grand pilote qui nous a quittés en 2015, comme le soulignait Romain, aura droit à sa rue à la Baule, puisque c'est quand même cool. une belle capitale du racing historiquement là-bas. Et du coup, il aura une rue, si c'est pas déjà le cas, à son nom. Voilà, Jean-Pierre Beltoise, ça donne envie d'y aller à la Baule. Let's go. En Plutôt voiture cool. électrique, alors. J'aurais pas dit. En voiture électrique. Non, mais ça donne envie de tester. Moi, c'est un vrai truc. Hein. De toute façon, c'est toi qui Ah non, décides. mais évidemment, très très chaud. Après, il faut voir comment on peut faire en sorte que ce soit un événement aussi pour ceux qui regardent, pas juste pour nous s'amuser. Sinon, bah, on ira un week-end. et puis- Petit live. Un Il y a live. la 5G à Bordeaux. Bah ça oui, va. oh. Ouais. Oui, mais équiper toute la bagnole, amener l'équipe technique sur place, Ouais. tout ça, ça coûte Ouais, du ouais. pognon, les amis. L'argent, vous Ouais. sortez de votre cul, Ça l'argent. y est, il n'y a plus de Let's go, les gars. pognon, il n'y a plus de pognon, il n'y a plus rien. J'ai un cousin là-bas, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ah, mais Chloé a un super. cousin. Non, on Bah, c'est se Chloé coûtera qui pas fera d'argent. tout. Voilà. Comme elle est multicompétente, c'est elle qui va faire Elle fera la tout. réal, l'install et le test. L'ingé son, elle fera tout. Voilà, À exactement. la limite, en froid, ce serait génial aussi. De Ah, ramener. mais c'est déjà beaucoup moins cher en froid. Parce que je savais qu'il allait me mettre une clim. C'est pour ça, depuis tout à Bah l'heure, oui, je le regarde mais- en coin. Moi, Non, je mais suis bon, toujours voilà. un peu froid parce qu'après. Nous, on est là, toujours le monde accroché à un s'illumine. porte-bonnet. Vous voulez faire cet event, mais très bien, bah, virez-lui. Bah non, bah, on va pas le faire du coup. Non, mais on va pas virer des gens. Bah, voilà, on essaye. Je dis au revoir à Romain, au cas où les gens nous disent pourquoi elle fait coucou ça là. Heureusement qu'il y a des trucs qui Euh, coûtent pas très cher. Si tu veux, je peux te parler de bons plans, Marie. Ça me plaît. Hein, bon plan. Merveilleuse transition pour nous parler un vélo Décathlon. Oh non, je vais te parler plutôt de, Un faux de l'offre Porsche. La nouvelle offre Porsche, le Encore. Porsche Drive Flex. Oh bah ça va. Parce qu'on voulait parler un peu C'est pour les d'accessibilité vélos ou pas ici. Alors, ça n'est pas du tout pour les vélos. Ah, C'est une offre de location journalière de Porsche mise en place par justement le concessionnaire Porsche, actuellement en test en Allemagne, qui vous permet de changer de Porsche presque tous les jours waouh. pour la modique somme de 2900 € par mois. Combien ? Voilà. Combien? Alors, en vrai, Afin de rajeunir un tout petit peu leur audience auprès de ceux qui seraient un peu moins fortunés, Porsche propose des locations accessibles et permet, grâce à leur offre Flex, Combien de pouvoir un jour te balader en petite 911 rétro, puis en Macan pour aller en week-end, puis en Cayenne pour emporter les enfants à la montagne, bien En entendu.
et de changer quasiment tous les jours de voiture à la commande, livré en 2 jours chez toi, repris. Faut juste prévenir. Livré chez toi, tu vas pas le chercher. Livré chez toi. Moi, il faut que tu sois en Allemagne pour le moment. En Allemagne quand même. Mais c'est possible et c'est fait. 2300 euros. 2900 euros. Pardon, Ah, je refais le calcul. On parle pour les petits budgets. Mais... Par mois. 2900 euros multiplié par 48. On va dire, tu fais une location, là, les trucs sur 4 ans. Ça fait 140 000 balles. Ah, ça dépend de la Porsche que tu prends, mais 140 000 balles. 140 000 balles, c'est le prix d'un appartement. C'est sûr. Non, mais je suis pas en train de te dire que je vais l'acheter. C'est sur le prix d'une voiture. C'est sur 3 ans. Ouais, mais tu changes, tu prends la voiture que tu veux quand tu veux. Mais elle est jamais à toi. Mais oui, mais c'est ça qui est trop bien. Tu peux pas conduire dans Ce que je te Paris. dis, c'est que le mec qui dégueule du pognon, il se torche avec des billets de 500. Il C'est a la d'eux qu'on Porsche. parle. Il les attend toutes les couleurs. Mais il veut pas l'avoir. Il faut l'entretenir, c'est trop chiant, faut la revendre et machin. Là, tu payes, tu Il kiffes, s'en fout de la tu la revendre. rends, terminé. Il va la donner à son jardinier et dire allez, je vais en acheter une autre, tu vois. Ces gens-là, ils louent pas des voitures. Écoutez, ils s'embarrassent pas de les revendre. Est-ce que je Regardez peux la devenir côte à la jardinier, vue. s'il vous plaît Attends, ça me J'ai fume. le communiqué officiel de chez Porsche. Cette offre s'inscrit pleinement dans notre stratégie de proposer de nouvelles possibilités en termes de flexibilité et de mobilité. 2003. Nous souhaitons globalement vraiment permettre aux clients de profiter du plaisir de conduire une Porsche sur de courtes Alors, durées. Par contre, Tu voilà. prends un mois Là, on tu part. prends Voilà, un tu mois. prends un mois. Tu et prends pendant un mois. tu et rêves. tu roules dans toutes les Porsches que tu veux. Mais 2300, 2900 balles. Non, mais J'adore dépenser de l'argent, vous méprenez pas, mais là quand même. On parle d'un mec dont c'est le rêve. Le gamin, il a rêvé Porsche toute sa vie et il est classe moyenne. Voilà, parce que bon, en vrai, si t'as pas une thune, tu le feras pas. Mais il est classe moyenne, il ne peut pas. Mais Parce qu'une Porsche Oui, ou mais alors il la loue. un vieux truc qui est en train de mourir Il la loue, mais il va la louer, ça va lui coûter 300 balles. pendant. Oui, mais là, pendant un mois. Pendant un Et mois, il peut tu vas toutes les rouler tous les tester. jours. Il peut Il y a changer. déjà 2 jours de livraison. C'est-à-dire qu'il va falloir, quand t'en commandes une, que tu préchotes pour les 2 jours, faut qu'elle Eh bien, soit tu dispo. préchotes tout. Attends, Oui, non, mais Organise. ils testent ça avec une flotte déjà un peu accessible. Imagine, tu veux te faire tes petites vacances à la boule. Marie, cet été, hop, 2900, tu partages en 3-4 avec les colocs pars. et la famille. tu Et hop, pars un mois en vacances en Allemagne avec ton meilleur pote, tu divises en 2. petite, Et tu dis, tous les jours on roule en Porsche, mec. petite Panamera au calme, vous avez la clim, vous êtes bien. Je te trouve En des plus, moyens. Tu passes pas pour une bolos parce que t'as quand même une voiture qui a un peu de l'allure, tu vois. Salut les bolos qui nous regardent. Tu vas quand même pas aller faire du l'enfer. ski à Courchevel Ken. en Pas Audi, moi. Merde. en Pas Audi moi. qui sont les Porsche rebrandés avec les anneaux là. Enfin, pour qui tu Demain, te ils prends te proposent une OP, ils te font moins 50. Tu le fais? Moins 50 mais non, mais je peux De pas me 2009. permettre, même à moins 50, de me payer ça. C'est hors de prix, Ça hein. va pas la tête, c'est une folie Mais financière. bien sûr que c'est une folie, mais qui va faire ça? Bah, des Bah, gens qui savent plus quoi faire de leur pognon et qui veulent pas stocker des caisses. Franchement, Ou des gens qui justement n'en ont pas beaucoup et qui vont faire une folie un mois pour kiffer. Ouais, ou, Oh, j'ai une idée. ou toute une clientèle Oh, Porsche qui putain. veut aussi rouler peut-être dans autre chose que. Attends, que elle tes va conneries. partir. Comme moi qui achètent des drones pour les utiliser 3 fois dans leur vie. Ça coûte 1000 balles un drone, hein. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une bête d'idée. Ah. Non, parce que depuis tout à l'heure, on en parle, vous avez raison, 2900, c'est quoi finalement? Dans une pardon vie. 2900 euros, c'est quoi dans une vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que le stream ne nous paierait pas un mois de Porsche Flex pour qu'on puisse tester une Porsche par jour? C'est vrai. Mais jamais de Mais la... non. Non mais C'est ce non. serait, Ah, d'accord, quand donc même, quand ça ce vous serait quand arrange. même plus rentable. C'est le salaire d'un man, on va pas faire ça. Eh ben, comme t'as dit tout à l'heure, on vire un mec Oh et là, on. Voilà, voilà. horrible. Voilà. Écoute, de toute Ça façon, aurait il y a- été une bête d'idée. on Pas prend de sur le des salaire gens, de mais- Genius. De toute Ah, façon, non. un attends. mois là ou un mois pas là. Si on prend sur le salaire de Genius, on peut payer le flex pour 4 personnes. Voilà. Let's go, les gars. Ah, ça Mais régale. bon, hein. Bien entendu. Ça aurait été. Non, mais attends. Non, si mais- c'était pas ce prix-là, ça aurait été Ça me- génial de le faire pour Let's Go. Vous savez la réaction que j'ai eue. Ça me fait quand même doucement rigoler. En fait, non. 2900 Quand t'es un euros média, le flex. t'appelles Porsche et tu dis, tu nous la prêtes gratos, enfoiré. Ils le feront pas. Eh ben, on le fait pas non plus. Voilà. Et on conduit pas de Porsche et on est malheureux. Mais on conduit des Porsche. Mais Mais on va le y croire con que qui des conduit vélos. des Porsche, il fait les S'ils tests veulent pour pas, nous. eh ben, on monte d'autres véhicules et du coup, on fait rêver les gens sur d'autres choses, sur des gens qui jouent le jeu. Et comme ça, dans 20 ans, ben, les gens, ils veulent plus des Porsche. Ils veulent des Dacia.
Ils veulent des vélos. Ils veulent des vélos. Ils Des veulent vélos à Tesla. des vélos à 200 les balles, lobbies c'est ça qui Tesla, leur fait vélo, là. rêver. Je sais pas, je voilà. propose. Non, mais 2900 € c'est... Un peu cher, non? Non, mais mais Marie tente et c'est après fait une flex. note de frais. Non, j'avoue, note de Note frais. de frais. Et si ça se trouve, Frais de bouche. c'était TTC, hein, J'ai léché 2009. la carrosserie. Il y Frais de a bouche. peut-être moyen de gratter 500 balles. Putain, c'est Sans la quand même, TVA. moi, j'arrive pas à identifier le profil des gens qui vont utiliser J'arrive ça. pas non plus En à fait, c'est ça qui est identifier. surprenant. C'est le mec qui a pondu le truc. Il dit en vrai, Il y a des gens qui il y a vont des mettre. gens. Mais pour le Non, moment, bah non. c'est en test à Hambourg. Donc je pense qu'il faut aller à Hambourg déjà pour voir le profil. Ah, bah ça commence à faire cher Et le. ensuite on verra. Parce que c'est en test dans deux villes d'Allemagne hein, pour le moment, hein, cette offre flex. Il y a quelqu'un qui dit très justement dans le chat, en vrai, c'est un joli cadeau à offrir pour les 60 ans du papa en cagnotte de famille. Eh ben, Ah, figure-toi que oui, ah oui. c'est une bête d'idée. Mon père, son rêve absolu, c'était la Porsche, la conduire. Me dire que tous les jours, il pourrait conduire une Porsche différente pour Je vais te aller dire acheter son enfin, pain. pendant un mois. Ou aller- Je vais te dire un Une truc. bête de Je cadeau. pense que C'est c'est. moins drôle s'il la raye, mais Ouais, bon. c'est ça. C'est une idée de con parce qu'à mon avis, rouler en Porsche, si t'as pas les moyens de rouler en Porsche, c'est le meilleur moyen d'avoir des soucis, de perdre ton argent, voilà, de rayer, Tu la rayes, d'avoir le mec, moindre qui t'a- souci. Si t'as pas les moyens de t'en foutre, Mon père, tu c'est un roules pas en pilote. Porsche, c'est tout. Point Le final. seul qui a réussi à faire un meilleur chrono que lui sur Et le c'est pas circuit la de question l'Ouest, qu'ils conduisent c'est mal. le tonne. C'est la question qui Oh. va se garer pour aller chercher son pain et qu'il y a Ouais, un ça, c'est vrai. bâtard jaloux qui va venir avec ses clés et qui va Oh. faire. Non, Il doit y ça avoir se fait une pas, ça. caution. Non, personne fait ça. Non, personne Non. fait ça. Non, personne Non. fait ça. On est dans un pays du respect. Moi, je croise des voitures tous les jours. Elles ont pas un pet, pas une rayure. Surtout à Paris. Ouais. Elles sont clean. La France, c'est quand même le pays de la voiture immaculée. Je peux vous faire une confidence. Ah bah, maintenant que t'as commencé. J'ai déjà envisagé de le faire à quelqu'un qui m'a trié. Oh. C'est ça. Alors, On C'est ça, n'abîme ta pas les confidence. objets Et je l'ai des pas autres, fait. Je ne Marie. l'ai pas C'est fait. honteux. C'est pas une confidence, ça c'est la normalité. On a tous voulu Ah bon déglinguer la caisse d'un mec parce qu'il était garé sur deux places ou parce qu'il Ah ouais parce qu'il avançait pas ou parce que j'en sais rien. Tout le monde a voulu déglinguer une caisse. Heureusement, on n'est pas des animaux, on le fait pas. Personne l'a fait ici. Non. Ça y Par est. contre, j'ai eu envie de crever. Moi, ce que j'aime Ah, beaucoup, j'ai eu envie de crever des pneus. crever aussi. des pneus. J'ai Des déjà mecs eu envie de très mal crever des garés pneus. qui- Ouais. Moi, en fait, un Je l'ai truc qui jamais fait, par m'insupporte, il n'y a pas beaucoup de place pour se garer. D'accord. Ouais. Les mecs qui sont, tu sais, tu as le bord du trottoir. Ouais, ouais. Le mec est là, tu sais, il laisse une demi-place avant, une demi-place. Tu te dis, connard, si tu t'étais collé, il y avait une place pour ma caisse. Lui, j'ai envie de lui crever ses pneus pour dire, t'es bien là? Bah, tu vas plus y bouger. C'est un peu extrême quand même. C'est un peu extrême, mais je crois que c'est mérité. Voilà, donc pensez quand même sur les 2900 € à rajouter la caution. Hein. Il y en a quand même, il me semble, pour un peu plus de 5000 balles de caution. Bon, c'est pas de l'argent qu'on vous retire immédiatement, on vous le rend après, mais Heureusement. faut y penser. Il y a aussi l'assurance à prendre en compte derrière parce qu'elle n'est pas comprise dans les 2900. L'essence, c'est pour votre pomme. Ouais. Voilà, c'est un peu cher. Puis le pneu, c'est sympa, ça se change un pneu. Tu vois. Ouais, c'est ça cher. Que change. un la peu. carrosserie, pas le même tarif. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, ça immobilise pas la voiture. Donc voilà, c'est le message de cette journée, les amis. On a Hein, eu Non, une mais super n'abîmez émission. pas les voitures Crevez les des pneus. autres. On vous j'en a parlé supplie. d'un avion qui avait réussi le tour de force de traverser le ciel de 7 pays, dont 6 de l'OTAN. On a reçu Romain de Beltoise qui nous a fait rêver avec une voiture électrique. On finit quand même sur des pneus crevés. Alors non, à Ça la me limite, dégoûte. si vous n'avez rien sur vous, dévissez juste le truc. Non mais arrête. Comme ça, le pneu est intact. Bon, Ouais. en vrai, c'est faux parce que si le pneu reste longtemps dégonflé, il est mort, faut le changer. Mais Une balle de tennis dans le pot d'échappement. Non, ça va trop loin. Une balle On a de tennis d'autres news. envoyez-nous vos Qui plus a une belles balle de idées tennis pour ruiner une Moi, caisse. j'ai des balles de tennis, je joue au tennis. Oui, alors on a des nouvelles news, notamment les e-trophées. Alors, Dis ouais, donc. lui, trophée, rapidement, si tu veux. Rapidement, On peut passer sur ça, laisse-moi. Et on embraye sur le salon de l'auto, puisque Ouais. la dernière fois tu voulais parler justement des changements. On n'avait pas le temps. C'est vrai, on est allé vite dessus, on pourra terminer ça tout de suite. Alors, connaissez-vous l'AMAM? La C'est un acronyme à la con, vous trouverez pas. Non. C'est l'association des médias auto et moto. Vous l'auriez jamais. Dis-moi que oui. Bah non, mais dans la petite enfance, c'est un truc qui existe, quoi. Les mâmes. La MAM. Non, mais là, Je sais c'est plus ce que c'est. l'AMAM. Moi, j'appelais Ah, ça les MAM. vendus, moi, à l'époque, mais. Ah, Oh, ça ah parle bon, mal. bah, Bref, bonne ambiance. Bonne l'association ambiance. des médias auto et moto se sont réunis à l'issue de 48 formidable. heures d'essais en conditions réelles. 20 jurés ont décidé d'élire notamment la compacte française la plus aboutie. Mais la compacte française comme la plus aboutie, on va y revenir dans quelques instants puisque c'est la Renault Mégane E-Tech qui a décroché
3 récompenses lors de ces e-trophées. D'accord. Alors, on va revenir Très un bonne petit peu presse sur actuellement, sur même ces auprès trophées. des adorateurs de voitures électriques. Il faut le C'est bien savoir. la high-tech. Hein. Et du coup, je vous le fais rapidement, parce qu'il y a quelques trophées qui ont été décernés ici. Trophée de la meilleure routière familiale, donc c'est que des véhicules hybrides électriques. Hein. BMW i4 pour la meilleure routière familiale. Meilleure routière compacte, on l'a dit, donc la Mégane E-Tech de chez Renault. Meilleure SUV, à ton avis, Ken, toi qui aimes tant les SUV? Oh, meilleur SUV. J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui sort comme chiotte électrique là en SUV aujourd'hui? Pas forcément récent. Hein, c'est pas forcément récent. Je sais pas, la Mach-E encore une La fois. Ford Mustang Voilà. Mach-E Gagné. Extended Range. Voilà. On a la meilleure GT électrique qui est la Porsche Taycan Cross Turismo GTS, la meilleure GT. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tiens, vous allez peut-être m'apprendre quelque De chose. quoi? PHEV. TH. EV, ça doit être électrique véhicule. BH? Ouais, GT PHEV. PHEV. C'est la Peugeot 508 SW PSE. Meilleure citadine, c'est la Mazda MX-30. Meilleur intérieur, ça j'ai dit tout à l'heure, mais l'intérieur c'est hyper important dans une bagnole. C'est encore la C'est l'I4. Mégane E-Tech. Ah, c'est l'e-tech. Ouais, qui a, eu, cool. qui a été décerné meilleur intérieur. Meilleure économie électrique, c'est la Porsche Taycan. Meilleure énergie alternative, c'est la Toyota Mirai Fuel Cell. Normal. Voilà, donc en vrai, c'est quand même 3 prix pour la Mégane E-Tech en meilleure routière compacte et meilleur intérieur. Il n'y a pas de Donc, Kia EV6 ça régale. là-dedans? GGE. Me dégoûte. Qu'est-ce qu'il y a La Kia EV6. Alors, attention. Ah bah. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, c'est toujours les mêmes marques qui reviennent et tout. Oui, bah oui. Tu c'est parlais de vendu. l'entre-soi, là. Hein. Tu parlais de vendu. Allons-y. Alors, effectivement, PHEV, merci, c'est plug-in hybride électrique véhicule. C'est les hybrides rechargeables. Les hybrides rechargeables. Voilà, et ben maintenant, VAE, quoi. on le sait, on dormira moins con, et ça m'intéresse. Non, effectivement, ce qui est un petit peu chelou, c'est que, eh bien, pourquoi il manque certaines marques? Tu te dis, tiens, c'est marrant. C'est organisé par Renault. Il n'y a pas Kia, il n'y a pas Hyundai, il n'y a pas Mercedes, il n'y a pas Tesla. Quand même des bonnes bagnoles. Bizarrement. C'est chelou Eh quand bien, même. c'est simplement que il fallait, pour faire partie du truc, il fallait fournir les bagnoles. Ah. Et du coup, Tesla, Mercedes, Kia et Hyundai, ils ont fait, allez chier. Ah Voilà. bon? Et donc, ils ont fait le truc. Ils n'ont pas voulu jouer le jeu, donc du coup, ils font pas partie. Mais du coup, c'est bizarre d'avoir un classement, et en fait, ça prend pas en compte tous les véhicules. Donc en fait, c'est le classement des mecs de ceux qu'on qui a ont eu. voulu Jouer nous faire le jeu. plaisir. C'est ça. Bon, Et du coup, c'est comme si on faisait un classement tu des remarqueras meilleurs que- jeux à la fin de l'année. On fait, on prend que les jeux où on a eu des OP cette tu année. remarqueras que tout le monde a eu un prix, du coup. Dans une catégorie Oui. même inventée pour elle. Même la 508. Le meilleur volant. Même la 508, elle a eu C'est ce droit à son particulier. prix. Les meilleures vitres. Ouais, Donc ouais. voilà, bon en tout cas, GG quand même à la Mégane E-Tech qui sort un petit peu son épingle Non, mais du la jeu sur le voiture est truc, bien. mais j'aurais bien voulu les voir face à tous les autres concurrents quand même. La voiture est très bien et surtout saluer le fait que ils aient lâché l'affaire sur l'OS à l'intérieur de la voiture. Ils ont dit écoutez, on met Android Auto, démerdez-vous, faites ce que vous voulez. Et du coup, il y a un système qui marche, Bah ouais. qui est ultra plaisant en fait, plutôt que les systèmes tout pétés qu'ils ont. Donc ouais, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien au niveau du temps de recharge, elle s'en sort bien au niveau de l'autonomie. J'ai Elle plein sort de bien, la petites voiture. news relativement importantes dont j'aimerais parler. Je vois qu'il reste 12 minutes. Est-ce que tu me laisses dérouler? Ah, Ah vas-y. oui, déroule, On déroule. est parti. On commence avec eh bien, un événement quand même relativement historique, puisque les eurodéputés ont voté. Alors, ont voté, que je te dise pas de bêtises, nanana, ils ont voté il y a quelques jours. Tard le soir. En personne Le ne regarde. Parlement européen a voté en faveur de La l'interdiction fin du thermique. des véhicules neufs à moteur thermique et hybride Ouais. 2035. Ouais. Donc en Europe, 2035, c'est en fait pourquoi c'est important, c'est parce que ce qu'il se C'est demain, négociait, c'était est-ce qu'on fait une restriction à 90% qui permettrait du coup aux constructeurs d'écouler sur les 10% restants les véhicules qui leur restent un petit peu sur les bras, ou est-ce que vraiment on est drastique et on est en mode non, c'est 100%, ça dégage, on interdit toute vente hybride et thermique à 2035. On rappelle juste pour les gens, panique pas, c'est uniquement les véhicules neufs. C'est-à-dire qu'il n'est Vous pourrez pas. rouler il ne sera- avec, vous pourrez les revendre de case. Voilà, il ne sera pas interdit de rouler avec un véhicule thermique sur la route en 2035. Hein, Ça même s'il est- concerne les constructeurs, restrictions. ils n'auront plus le droit Voilà. d'en produire. Voilà, tout C'est ça. simplement.
et donc d'en vendre. Ce qui accélère un peu le processus. Alors, ça accélère le processus très très fort. Et pourquoi est-ce qu'ils ont, pourquoi c'est une décision quand même importante? Je te donne la parole dans une seconde. Je sais pas si tu avais vu que j'avais une question. J'ai complètement vu. C'est que c'était une décision importante parce qu'en gros, ils estimaient que s'ils laissaient un petit peu de largesse en disant bon, on vous laisse 10% de vente parce que quand même, votre vie est difficile, nanana, bah, c'est que derrière, en fait, il y a des lois à voter aussi pour l'aviation, pour les bateaux, pour tout ce que tu veux. Et qu'en fait, si tu laisses une brèche sur les véhicules classiques, eh bien, ça risque de s'engouffrer très fort sur le reste, qui consomme probablement encore plus. Et le but, c'est vraiment d'avoir un marqueur fort. Et l'Europe est, pour le coup, très en avance sur ça par rapport aux autres continents. J'y reviendrai avec une seconde news. Marie. Non, quelqu'un a répondu dans le chat. Bah oui, mais du coup, on est curieux, là. Bah non. Vous saurez pas. Allez, chier. Il y a quelqu'un qui a dit, mais attends, Ferrari, Lamborghini et tout. Eux, ils ont un passe-droit jusqu'à 2036, je sais pas pourquoi. Oh non. Voilà. Alors, il y a l'amendement Ferrari qui a été demandé. C'est pas une blague. L'amendement Ferrari. Ferrari a demandé pour les voitures luxueuses, etc., de faire un. Mais ils ont dit chais, hein, parce que bon, en 2036, c'est pas ça qui va te. Hein. Ouais, c'est en 13 ans quand même. Voilà, donc non. A priori, ça n'est pas passé. Et honnêtement, c'est tant mieux. Hein. Tout le monde, même Ferrari, sait très bien faire des véhicules électriques. Ils vont juste se bouger le fion. Et ce sera très bien. C'est la fin d'une ère quand même. Hein. C'est la fin d'une ère, effectivement. Ouais. Si vous aimez le thermique, profitez-en. Moi, je sais qu'en moto, typiquement, je ne regarde même pas les trucs électriques parce que je suis en mode, je sais que je vais être forcé bientôt. Donc, pour le moment, je profite du thermique à moto tant que je le peux, vu que j'ai déjà fait le pas sur la bagnole. En moto, je veux... J'espère que les techs évolueront d'ici 13 ans quand même. Oui, hein, des parce boîtes que de là, vitesse et ce qui s'ensuit. J'enchaîne toujours sur ce type de news, puisque l'électrification du parc progresse plus vite que prévu, le parc automobile. En gros, c'est une nouvelle étude qui vient de sortir et qui explique que, en fait, c'est une étude qui a lieu tous les ans ici, et il se trouve que sur ce qu'ils avaient prévu l'année précédente, ils s'attendaient à ce que ça prenne un petit peu de temps pour l'électrification du parc automobile. Eh bien, en fait, la réalité, c'est qu'en 2021, l'électrification a carrément augmenté. Vraiment très très fort. Si bien que, si je vous retrouve exactement le truc, le zéro émission représentera 59% des immatriculations en 2035 à l'échelle de la planète. Ce qui n'était pas attendu si vite normalement. C'est rapide, hein? Sur ces 59%, en fait, on parle de 93% dans l'Union européenne, 68 aux États-Unis et 66 en Chine. Effectivement, l'interdiction de commercialiser des véhicules thermiques neufs à partir de 2035 participe évidemment au changement de chiffres prévus à l'horizon, puisque le but, c'est qu'à l'horizon 2050, on ait vraiment éliminé la quasi-totalité des véhicules thermiques. Donc, on parle d'avoir 20% du marché mondial qui soit à zéro émission d'ici 3 ans seulement. Okay. 2025, 20% du marché mondial. C'est assez fou parce qu'aujourd'hui, les véhicules électriques, on voit que ça se répand. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Apparemment, oui. vraiment, là, dans les 3 ans à venir, ça va être une dinguerie. Ça achète du moteur hybride à foison juste pour profiter du bonus écologique en ce moment, ouais. mais c'est le full électrique, c'est pas ce qui se vend le plus. Hein. C'est étonnant. Logique, c'est horriblement cher. Non, c'est vrai que c'est encore un petit peu cher, mais voilà, le 100% électrique devrait arriver à 35% d'ici à 2035. Tu vois, le 100% électrique va prendre encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est cool de voir qu'on va pouvoir avoir une mobilité décarbonée plus rapidement que prévu. Tous les jours, on voit des écolos qui se plaignent qu'on va pas assez vite, qu'on fait pas les moves qu'il faut, qu'on fait pas les efforts nécessaires, qu'on s'y prend trop tard, qu'on attend trop le dernier moment, etc., qu'on n'a qu'une planète, nanana. Bon, bah, pour une fois que j'allais dire les stats, mais que les études montrent qu'on va plus vite que prévu, ouais. C'est agréable. Si je fais le mec chiant, on aurait dû faire ça il y a 10 ans, mais bon... Bien sûr, mais voilà, prends ce qu'on te donne. Je viens de lire 2 trucs dans le chat qui m'horrifient. Allez, vas-y, premier truc. Plein d'animaux ne vont pas entendre les voitures arriver, avec un smiley de... Je trouve ça horrible. Horrible, j'ai pas ri. Crois-moi, à partir de 50 km/h, c'est les bruits de roulage qui font plus de bruit que les bruits de moteur. Et en vrai,
ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je le vois pour le coup avec mon chien. Savoir que quand j'approche de chez moi, donc en Tesla, hein, ça fait pas de bruit, je suis à 15 km/h parce que je suis dans une petite ruelle. Non, mais ils sont trop forts. Et il me voit venir de très très loin. Et hop, il se dresse, il est en mode « Ah, c'est papa ». Et il attend devant la porte. Alors que j'ai juste passé lentement en voiture, j'ai le temps d'aller me garer, nanana. Et en fait, 10 minutes avant que je rentre chez moi, trop forts, les il animaux. sait que je suis là. Ils sont pas aussi pourris que nous. Ils sont vraiment très très chauds. Ouais, Donc hein. ne vous inquiétez Niveau pas pour les sens. animaux, ils sont beaucoup Ok. moins cons que nous. Deuxième remarque qui, en vrai, se discute. Vas-y. Oui, et ils continueront. Attends, je l'ai plus. Vous écrivez trop. Arrêtez de parler, arrêtez. Tout ça pour qu'ils continuent de tout importer de Chine via des paquebots ultra polluants. Ouais, ça. Ça pareil, on travaille aussi à Pas faux, c'est pas rendre faux, c'est pas les faux. véhicules maritimes Je le les dis, moins polluants possible, mais Ouais. ça va prendre du Je le temps, dis depuis évidemment. très très longtemps. Il y a on est toujours en train de pointer du doigt le consommateur personnel, la vie de famille, etc. Là, on devrait plutôt pointer du doigt la putain de clim qui me baise tous les jours là à ma place, alors que j'en ai pas besoin actuellement. Ou les cargos full mazout qui consomment à mort. Et c'est clairement l'industrie et le monde de l'entreprise Cette tertiaire bouteille qui de plastique. consomme. Mais le plastique, si tu le recycles, c'est pas le Mais souci. je C'est pas ne sais le même pas où ça se souci. recycle. Il y a des C'est pas où ça se recycle, Il y a Marie. des poubelles bleues, Mais jaunes et regarde, ça vertes. c'est quoi? Ça c'est le jaune. Tout le monde s'en D'accord. bat les couilles. Je dénonce, je vous le dis, tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne regarde. Bah, le problème, il est là. Sans peut-être une personne de l'open space, dont je garderai le nom, mais que je respecte beaucoup pour ça. Donc oui, donc évidemment que nous, en tant qu'individus, on va faire les efforts, mais ça serait quand même bien que le reste suive, parce qu'il y a moyen de très 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 largement baisser les consommations énergétiques ou faire baisser le Vite. CO2 La à grande échelle, sans pointer du doigt tout le temps les pauvres vies de famille qui peuvent pas isoler leur bâtiment, qui peuvent pas acheter une voiture dernière génération à 40 000 balles, ouais. etc. Ouais. Bon, bref, Ah oui, il a raison. c'est autre chose. On termine avec le mondial de l'auto, on Oui. l'a dit, hein, qui va être de retour à partir du 17 octobre prochain. Et rapidement, quelles sont les nouveautés? En fait, déjà, pourquoi le mondial de l'auto a perdu de sa superbe? Évidemment, il y a eu le Covid qui est passé par là, vous avez entendu parler de ce truc. Ouais, moi, j'en ai mais entendu surtout, parler. le salon de l'auto qui est tous les 2 ans à Paris, eh bien, ça coûte une blindasse. Et du coup, il y a énormément de constructeurs qui ne veulent plus y participer. Ça leur coûte juste beaucoup trop cher. En plus de ça, ça génère très peu de ventes. Donc, en vrai, c'est juste pour se montrer comme ça, se pavaner. Donc, pour le coup, ça refroidit pas mal de gens. On sait déjà que Fiat, Ford, Nissan, Opel et Volkswagen ont fait l'impasse sur le mondial de l'automobile. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, effectivement. C'est aussi le cas de Volkswagen qui ne viendra pas à Paris cette année. C'est aussi le cas de BMW. Oh là là. C'est qui triste, hein. Volkswagen et tout le groupe. Alors Volkswagen et l'ensemble de son groupe, BMW ainsi que la marque Donc on ne pourra pas Mini. acheter le Porsche Flex. La C'est ça que Mini tu es en non plus train ne de sera dire. pas présente, dommage. Puisqu'elle aurait bien marché la Mini, tu vois. Bah ouais. 3 portes électriques et tout, et puis non. Punaise. Voilà, on n'aura pas ça. Du coup, ils essayent de se raccrocher un petit peu comme ils peuvent et ils proposent un petit peu des nouveautés, notamment la fusion avec un salon qui s'appelle Équipe Auto, qui est un salon dédié à l'après-vente et au service automobile. Donc en fait, le principe, Ça va c'est que respirer. Hein. tu as 2 salons qui vont se croiser comme ça et qui vont occuper la plupart des halls. Ça va permettre de voir, certes, des véhicules, mais aussi toute une partie service qui sera juste à côté. Et surtout, la grosse nouveauté, t'en parlais l'autre fois, Marie, c'est que, eh bien, on va avoir la possibilité d'essayer des véhicules. Et c'était pas le cas jusqu'ici. Ça, c'est cool. Donc là, l'idée, c'est que on va avoir la possibilité d'essayer les nouveautés automobiles avec 100 voitures à l'essai. Sans sortir du parc. Sans sortir du parc. Il faudra s'inscrire au bureau d'accueil situé à l'extérieur des halls d'exposition 3, 4 et 6 de la porte de Versailles. Ce n'est pas un parcours... Il ne s'agit pas d'un parcours d'essai au centre du salon, mais de vraies balades Entre les halls. au volant Ouais. de nouvelles autos sur 2 parcours urbains. Un de parcours 20 et un de découvert de 20 40 minutes minutes, et ouais. un parcours premium de 40 minutes. Alors ça veut dire qu'en gros, gratos, tu peux faire le 20 minutes et si tu payes, tu peux faire celui à 40, j'imagine. Et il y aura un expert du produit en question, du véhicule que tu testes, qui sera avec toi évidemment pour tout expliquer sur le véhicule que tu essayes. Les essais se dérouleront de 9h30 à 21h30 du mardi au samedi et de 9h30 à 17h le dimanche. Il y aura même des essais de nuit.
C'est cool. Le chat dit ils attendent le BMW, le Volkswagen Direct pour l'E3 de l'automobile en démat. Il y aura quand même des belles choses sur place. Non, mais il faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille. Des DS. Voilà, il y aura quand même quelques petites choses. On envoie Marie et Jumpé, j'irai streamer dehors. Bah ouais. Moi, j'y serai tous les jours. Tu seras tous les jours, toi, pourquoi? Le Puro Sangue. On va ramener le meilleur. Non, mais toi, il faut que je discute avec ton agent, toi. Tous les jours, je serai sur le salon de l'automobile pour vous ramener le meilleur, 3 heures par jour. C'est ça le métier, quoi. C'est ça le métier de star. La vie est difficile. Ah, la vie est dure, j'ai toujours pas le permis, donc je ne pourrais pas tester les bagnoles. Mais je te conduirai, t'as besoin de quelqu'un qui a le permis, y a pas de problème. Mais franchement, allons-y, parce que je pense qu'il y aura des belles choses à montrer, effectivement, et puis ce sera l'occasion d'aller tester des véhicules. Et le mondial de l'auto, c'est à Paris, c'est bon, on peut se permettre. Voilà. En même. Bon. Mais écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore à vous deux. Merci à Anna qui nous a fait son petit débrief des 24 heures du Mans. Merci à Romain de Beltoise qui nous a régalé de cette nouvelle technologie qu'ils ont développée, en tout cas pour sauver aussi les circuits en perdition en France. Et pas que, puisque c'est le monde entier qui a les yeux tournés vers eux. C'est la suite des programmes sur le stream avec tout de suite Allociné. Et puis le récap juste derrière. Un monde qui Soprano est là. Comment ça, Soprano est là? Soprano est là. Plugin, hybride, électrique, véhicule. Donnez-moi les bonnes infos. Soprano est où dans le récap? Bisous. Non, il est dans Allociné. Là, tout de suite, là. Est-ce qu'il a un documentaire sur Disney+.